Aujourd'hui, comment passer d'entrepreneur prisonnier à entrepreneur heureux ou libéré. Nous sommes Cédric Watine et Adélie Véraud et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français le plus écouté sur le management. Alors aujourd'hui, épisode spécial dirigeant, spécial entrepreneur. Nous allons aborder un sujet qui me tient absolument à cœur, qui est comment libérer ton entreprise en te libérant toi-même. C'est-à-dire comment faire de l'entreprise une entité indépendante qui peut se développer tout en te laissant une vie absolument épanoui et équilibré. Alors aujourd'hui, c'est un long épisode, plus de 90 minutes, donc tu peux l'écouter en vitesse 1,25 ou 1,5, ça s'écoute très bien comme ça. Mais surtout, tu peux aussi télécharger une suite de mails que j'ai réalisés après cet épisode où je te donne mes 12 meilleurs principes pour te libérer de ton entreprise. Je te donne ma méthode. Pour ça, il suffit que tu suives le lien qui est juste en description du podcast. On va profiter aussi de cet épisode pour faire une grosse annonce. On sort la V2, la version numéro 2 de notre cercle d'entrepreneurs qui s'appelle le Ciel, le cercle indépendant des entrepreneurs libérés. Donc, place à notre conversation en 4 parties. Première partie, mon expérience de dirigeant. Deuxième partie, les principes que j'en ai tirés. Troisième partie, comment les mettre en œuvre. Et présentation de la V2 du Ciel. Donc, un épisode exceptionnel réservé aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs. Bonjour Adélie. Bonjour Cédric. Tu vas bien ? Eh bien, très bien. Ok, t'es prête à démarrer ? Bah oui, Eh impeccable. ben, allons-y alors. Alors, on peut peut-être commencer par toi, en fait, puisqu'on va parler entrepreneuriat. Peut-être que toi, tu peux nous dire où toi, tu en es dans ton parcours d'entrepreneur. Alors aujourd'hui, donc début 2023, j'ai 5 entreprises commerciales, sans compter les holdings et les sociétés immobilières. Et en fait, ce petit groupe, il a été constitué depuis 2001. Et ce sont des rachats d'entreprises, des fusions, des créations. Puisque, par exemple, l'entreprise qui héberge Outils du Manager, ça fait partie de ces entreprises-là. Et plus récemment, pour donner des nouvelles plus récentes, début 2022, donc l'année dernière, j'ai racheté 2 entreprises. Une entreprise dans la chimie d'impression, je ne vais pas détailler ce que c'est, mais voilà, c'est assez synergique avec mes autres entreprises. Et puis, une autre entreprise qui, en fait, est un restaurant qui a plus de 100 ans, qu'on a décidé de reprendre avec ma compagne. C'était pas prévu au programme. On avait plutôt prévu d'acheter une grosse maison, mais finalement, on a acheté un restaurant. Voilà, donc c'est une nouvelle aventure qui a commencé finalement avec les travaux, etc., en fin de l'année dernière. Et puis sinon, évidemment, je continue avec toi à animer et à créer du contenu pour Outils du Manager, ou en tout cas pour la société qui héberge Outils du Manager, mais qui héberge aussi la communauté Ciel, etc., etc. En fait, tout ce qui concerne la partie management et entrepreneuriat. Voilà, si on fait un bilan, je dirais un point très rapide. Voilà. Et alors, dans tout ça, si tu as une grande réussite, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu pourrais partager ? Alors vraiment, le truc dont je suis fier, alors j'ai plusieurs choses dont je suis fier, hein, mais vraiment il y a une chose qui moi était vraiment importante, c'est que je puisse développer mes entreprises sans renier mes valeurs, sans détruire des gens, en étant, je dirais, le plus humain possible, mais aussi en étant efficace et en étant évidemment rentable. Depuis que j'ai commencé en fin 1998, aucune de mes boîtes a jamais perdu de l'argent et j'ai même eu très peu de mois où j'ai perdu de l'argent depuis le début. Et puis, ce qui est important pour moi aussi, c'est de m'éclater tous les jours et puis de travailler avec des gens que j'aime, que j'admire. Et ça me fait penser d'ailleurs à une anecdote qui date de ce week-end. En fait, ce week-end, je suis allé chercher ma nouvelle voiture dans une concession. Et à un moment, le vendeur, enfin le directeur de la concession me dit je peux vous poser une question ? Alors, ouais. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis chef d'entreprise. Ah bon, dans quel domaine ? Je lui explique, mais je dis pourquoi vous me demandez ça ? Il me dit parce que vous êtes le seul chef d'entreprise que j'ai vu depuis des années qui est aussi détendu, aussi calme, etc. Et franchement, ça m'a fait plaisir de l'entendre dire ça parce que c'est vraiment comme ça que je voyais ma vie de chef d'entreprise.
Et lui m'expliquait qu'en fait, la plupart des chefs d'entreprise sont hyper stressés, limite désagréables, etc. Et tu vois, ça paraît anodin, mais pour moi, voilà, c'est le genre de truc qui me fait plaisir, c'est d'avoir réalisé mes rêves sans faire de compromis avec mes valeurs, avec ma vie perso, etc. Et c'était pas gagné. Et voilà, je le dis pas pour frimer, je le dis parce que ce podcast s'adresse à des entrepreneurs et je sais que c'est pas évident. Je sais qu'on a des galères. Moi, j'ai eu ma part de galères. On en parlera si tu veux tout à l'heure. Mais voilà, moi, c'est ça qui m'a donné envie d'aller plus loin et de porter mon message. C'est ces patrons qui sont stressés, qui s'en sortent pas, et puis qui en fait finalement se sont créés le pire des jobs alors qu'ils pouvaient se créer le meilleur des jobs. Et donc pour moi, ça c'est vraiment alors, ce dont je serais fier pour la suite, eh bien, c'est de convertir, enfin, de participer à l'épanouissement de plus en plus de patrons, de les libérer de leur entreprise, du stress, etc., etc. Donc voilà, ce dont je suis fier dans mon parcours, c'est d'avoir respecté mes valeurs, etc., sans faire de compromis non plus sur la qualité de mes entreprises, l'efficacité, etc. Et ce que je voudrais faire par la suite, c'est vraiment réussir à porter le message auprès d'un maximum de boss. Voilà. Ouais, à aider les autres finalement à faire pareil. Et donc, tu nous dis qu'il y a eu quand même des galères et que voilà, aujourd'hui, tu es libre. Et d'ailleurs, c'est des remarques que j'ai parfois avec des membres de la communauté outils du manager ou du ciel. Est-ce que en fait, Cédric, en vrai, il est détendu? Est-ce qu'il est comme ça en vrai? Donc, c'est rigolo. Mais en tout cas, justement, comment... Toi, tu peux peut-être... Est-ce que en vrai, je suis détendu? Oui, il y a pas deux personnes, hein, ça c'est sûr. Ouais, okay. Ouais, c'est une même personne. C'est vraiment important, ouais, parce que c'est vrai hein, quand tu as une image sur le web et puis qu'elle est pas... Enfin, moi, je trouve que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont sur le web, puis en fait, quand tu creuses un peu, c'est pas du tout la même vie. Et pour moi, c'est important. Alors, évidemment, j'ai mes échecs, j'ai mes difficultés, j'ai mes moments de doute, mais pour moi, c'est pas ça qui va forcément intéresser la communauté. Mais voilà, au moins, les deux personnes sont cohérentes. J'ai une image peut-être publique puis une image privée, mais voilà, ce sont les mêmes personnes. Voilà. Exactement. C'est vachement important. Et donc, alors, s'il y a eu des galères et qu'aujourd'hui, tu es finalement dans l'état que tu souhaitais et heureux, et ben, quel a été ce chemin finalement entre cet entrepreneuriat au début, enfin l'entrepreneur du début et celui que tu es devenu aujourd'hui? Alors déjà, moi, j'ai démarré évidemment dans la vie en étant salarié et jusqu'à 29 ans, j'étais salarié. Et en fait, ce qui a fait le passage de la vie de salarié à la vie d'entrepreneur, c'est que, en fait, on me donnait pas accès à la direction des entreprises. Moi, mon background, c'était contrôleur de gestion, je travaillais dans la finance, et dans la boîte où j'étais, finalement, on donnait jamais les postes de direction qu'aux vendeurs ou aux gens du marketing. Bon, voilà, c'était dans la culture d'entreprise. Moi, j'ai pas de débat là-dessus, et je comprends tout à fait. Mais bref, ça me convenait pas à moi. C'est ça qui m'a poussé à me sortir de ma condition de salarié. Et donc, en fait, j'avais décidé de chercher un poste de bras droit, avec dans l'idée ensuite de devenir de racheter l'entreprise dans laquelle j'aurais été le bras droit. Donc, il y avait quand même déjà cette idée un jour entreprendre quand même. Oui. Alors, voilà, j'ai pas toujours rêvé d'être chef d'entreprise, mais j'ai toujours rêvé, mais je pense que c'est tout le monde de toute façon, d'être libre et de mener ma barque. Et donc, mon attirance pour tout ce qui est entreprise, c'était la liberté. C'était vraiment le premier truc, pas avoir de patron. Ouais, j'allais te demander là, vraiment au tout début, ce qui te faisait rêver finalement. Donc, c'est cette liberté. Okay. Ouais, vraiment la liberté. Et puis après, j'ai toujours eu quelque chose aussi depuis très jeune de créer des choses qui fonctionnent. C'est-à-dire dans n'importe quel domaine, d'avoir quelque chose qui marche, c'est-à-dire qui je dirais, produit du résultat. Voilà, j'ai toujours été dans cet esprit de produire du résultat. Et puis évidemment, j'avais pas envie d'être pauvre, et parce que quand on est pauvre, on est dépendant des autres. Et évidemment, il y avait une dimension lorsque j'ai décidé d'être chef d'entreprise qui était j'ai envie d'être riche parce que la richesse, ça donne accès à plein de choses que tu n'as pas si tu n'es pas riche. Voilà. Et donc, j'avais vraiment idéalisé ce job d'entrepreneur, le fait de ne pas avoir de patron, etc. Ce que je ne savais pas, et ce dont je me suis assez vite rendu compte, c'est que, en fait, quand tu passes du job de salarié au job d'entrepreneur, souvent, tu passes dans ce que j'appelle la deuxième roue du hamster. C'est-à-dire que
Quand tu es salarié, tu te dis, bah, en fait, je pédale pour quelqu'un d'autre et c'est pas agréable, j'aimerais bien que ce soit pour moi. Mais en fait, très vite, en tout cas, moi, c'est ce que j'observe depuis que j'aide des chefs d'entreprise. Ce qui se passe, c'est qu'ils passent d'une roue du hamster du salarié à la roue du hamster du chef d'entreprise. Et en fait, cette roue du hamster, c'est, tu sais bien, c'est bah, dès que je m'arrête, le chiffre d'affaires baisse, je peux pas prendre de congé, en fait, je pensais pas avoir de patron, mais finalement, j'ai le pire des patrons, c'est-à-dire mes clients, ou moi-même, ou mon équipe. Et en fait, cette volonté d'indépendance, de libération, etc., en fait, elle n'existe pas du tout parce qu'on se retrouve à nouveau dans cette fameuse roue du hamster. Alors, moi, j'ai eu un événement dans ma vie qui a fait que entre guillemets, j'avais pas le luxe de pouvoir rentrer dans une nouvelle roue du hamster. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de gagner du temps et de me sauver. Et puis ensuite, de construire des entreprises qui soient indépendantes de moi. C'est que j'ai eu une petite fille handicapée. Et donc très lourdement handicapée. Et donc pour moi, et on savait qu'elle avait une espérance de vie qui serait limitée. Donc pour moi, il n'était pas question de passer ma vie au bureau. C'était pas possible dans la façon dont je voyais mon existence de me dire bah, je vais me tuer au boulot pendant que bah, ma petite fille, elle va vivre de son côté. Donc pour moi, c'était vraiment important d'avoir une vie très équilibrée entre ma vie perso et ma vie professionnelle. Et c'était pas possible que je fasse 15 heures tous les jours. C'était pas possible que je sacrifie tout pour ma boîte. Et ça a été vraiment un truc fondateur dans mon existence, grâce à cette petite fille. Ça a été fondateur de pas tout sacrifier à ma boîte. Et ça m'a évité, en fait, plein d'erreurs que je vois chez beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui. D'ailleurs, ça me fait rebondir quand tu disais cette deuxième roue du hamster quand tu es entrepreneur, là où on voit, et on le voit d'ailleurs dans la communauté des dirigeants, souvent, en fait, on mêle aussi les finances personnelles. On va se retrouver finalement aussi, en fait, avec des problématiques financières et donc la roue est pire que celle du salarié au final. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Et moi alors, justement, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, à l'époque, il n'était absolument pas question que je me mette en danger. Et donc, j'ai très, très fortement compartimenté mes finances perso qui n'étaient pas... Moi, j'ai pas d'argent. Hein. Quand j'ai commencé, clairement, j'ai fait un levier intégral auprès des banques. Donc, vraiment, j'ai compartimenté les choses parce que je pouvais même pas envisager de mettre en danger ma famille à cause de mon business. Donc, Que c'était ce vraiment très soit par compliqué. le temps ou par l'argent, finalement, et tu as procédé de la même Voilà, c'est façon. ça. Oui, Ouais, tout à tout à fait. fait. Et alors là-dedans, finalement, donc tu avais ce rêve de liberté et donc avant d'être dans cette deuxième roue de hamster, finalement, qu'est-ce qui a provoqué cette rupture finalement avec ce que tu pensais pouvoir être possible? Bah, en fait, quand tu rachètes une boîte, en fait, ou que tu crées une boîte, hein, d'ailleurs. Moi, ça a été un rachat, mais peu importe. Tu es responsable de tout. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout te tombe dessus en même temps, en plus du stress de devoir rembourser la banque. Tout le monde vient te voir. Alors, tu as deux genres de collaborateurs. Tu as ceux qui viennent en ayant beaucoup d'espoir parce que tu vas résoudre tous les problèmes qui existent dans la boîte et qui ont 10 ans. Et puis, tu as les autres qui te voient comme une menace et donc, voilà, qui luttent contre toi. Donc, voilà, l'image de la liberté, de me dire, bah, grâce à ma boîte, je vais pouvoir mieux m'occuper de ma vie personnelle, etc., etc. En fait, ça s'effondre assez vite et finalement, ta liberté, elle est très, très vite menacée. Et moi, voilà, c'est ça qui m'est arrivé, c'est que très, très vite, je me suis senti vraiment menacé dans ma vie personnelle. Ça a été vraiment le truc qui m'a un petit peu stupéfait au début. Vraiment, les premiers mois, ils ont été très, très, très difficiles à ce niveau-là, parce que j'avais justement je devais faire un choix, en fait, finalement. Et j'avais pas envie de faire ce choix. Moi, je voulais les deux. Oui, comme beaucoup, comme beaucoup des entrepreneurs, je pense. Ouais, la plupart des entrepreneurs, en Ouais, fait, c'est ça qu'ils veulent. Moi, je pense que le rêve de départ de l'entrepreneur, c'est quand même ça. ouais, tout à fait, c'est En tout cas, une tout grande et partie du rêve. ouais, ouais, Et tout c'est à la fait. première partie qui tombe quand tu deviens entrepreneur ou quand ton entreprise grossit, d'ailleurs. Tout à fait. Et alors bon, tel que je te connais, j'imagine que t'es pas resté à laisser menacer justement ta liberté et ta vie personnelle. Alors Non. qu'est-ce que t'as fait concrètement pour résoudre ça?
En fait, j'avais déjà pas mal eu cette problématique quand j'étais salarié, puisque c'était la même chose. Moi, quand j'étais salarié, j'étais prêt à m'investir, à être passionné. J'aurais pas pu faire mon job de salarié sans être passionné. Par contre, encore une fois, moi, voilà, moi, je suis comme tout le monde. Hein, j'ai une énergie limitée. J'ai besoin de temps de repos, etc., pour être clairvoyant, de recul, etc. Et donc, je m'étais déjà, avant de passer entrepreneur, je m'étais déjà intéressé de très près au système d'organisation du type Getting Things Done de David Allen, enfin tous ces systèmes d'organisation. Et j'avais créé mon petit système à moi. Et donc, voilà, clairement, quand je suis devenu chef d'entreprise, je me suis énormément appuyé dessus. C'est une des formations, d'ailleurs, qu'on a sorties qui marche le mieux, hein, c'est système d'organisation réaliste. Et en fait, ça permet quoi ? Ça permet de faire face, en fait, tout bêtement. Ça permet de rester serein dans la tempête. Il me fallait vraiment un système comme ça. Et ça permettait aussi, et ça me permet toujours d'ailleurs, de visualiser ma charge de travail sans émotion. De me dire, voilà, il y a ça à faire. Et aussi de visualiser et de concrètement me dire que de toute façon, dans une entreprise, on ne peut pas tout résoudre immédiatement. Et donc, partir du principe que mon temps est limité. D'ailleurs, je limitais volontairement mon temps quand j'ai commencé à travailler en tant que chef d'entreprise, en me disant je pars jamais après 19 heures et je travaille jamais plus d'un week-end par mois, en tout cas au départ. Et je peux vous dire, quand vous faites une reprise d'entreprise, c'est assez tentant de rester dans ces dossiers tout le week-end, etc. Et donc, déjà, le premier truc, pour moi, ça a été d'être ultra productif. Et j'ai gardé d'ailleurs cette habitude, c'est-à-dire que ça permet de concentrer très fort le moment de travail et d'être disponible par ailleurs. Je pense vraiment que c'est une des clés pour le chef d'entreprise, c'est cette capacité à être ultra focus sur un temps limité, c'est ce que j'appelle le 20-80 du chef d'entreprise, pour être disponible le reste du temps pour autre chose et même pour des opportunités business d'ailleurs. C'est la différence entre le temps chronos et le temps kairos. Ça paraît un peu bizarre comme je dis, mais en gros, pour résumer, ça veut dire que pour avoir du temps libre et pouvoir saisir les opportunités, les difficultés, etc., eh bien, il faut que vous soyez très structuré par ailleurs. Par contre, si vous structurez tout votre temps et que vous faites un agenda complètement ultra productif, mais complètement bouché, eh bien, vous perdez cette capacité du départ, quand on est chef d'entreprise, qui est importante, à saisir les opportunités. Et donc, moi, j'aime bien une citation que j'aime bien de Richard Koch. Donc, Richard Koch, c'est le gars qui a remis au goût du jour le principe de Pareto, le principe de 20-80, dont on parle de temps en temps dans la communauté du ciel. C'est quand tu cherches le meilleur levier, être ultra productif, ça fait partie du problème plutôt que de la solution. C'est-à-dire que quand tu as goûté à un outil de productivité, le danger, c'est de te dire « Ouais, je vais pouvoir en faire 10 fois plus » et donc de blinder tes semaines. Et en fait, ça marche pas. Parce que c'est pas le meilleur levier. Et ça, je m'en suis rendu compte très, très vite. Et c'est encore plus vrai quand on est chef d'entreprise. Être ultra productif, ça n'est pas le meilleur levier. Et surtout d'ailleurs quand t'en diriges plusieurs. C'est quelque chose qu'on peut voir nous en interne effectivement où t'as une vraie disponibilité quand même et tu réponds à nos questions, etc. Et ça malgré le fait qu'il y ait plusieurs, enfin tu es là présent pour d'autres entreprises. Donc ça c'est quand même surprenant à vivre en fait. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors en ce moment, je pense que je peux encore m'améliorer là-dessus. C'est mon travail du moment. Ah bon, bah écoute, parfait. Alors, donc là, tu nous parles de ce déclic finalement sur l'organisation. Est-ce que tu as eu d'autres déclics Ouais. puisque c'est pas la seule Alors, solution à productivité? du coup, voilà, je me suis mis à la recherche du meilleur levier. Je cherchais, moi j'aime bien, réfléchir. J'ai pris du temps pour ça. Et en fait, mon deuxième grand déclic professionnel de chef d'entreprise, il a eu lieu dans un avion. J'allais à Taïwan, donc 13 heures. Et j'avais pris un bouquin avec moi. Je prends toujours quelques bouquins. Et j'ai lu The E-Myth de Michael Gerber. Donc c'est un livre qui date un petit peu. Mais en 13 heures de vol, le livre, je l'ai relu 3 fois, pour te dire à quel point ça m'a marqué. Et en fait, le principe, il est assez simple. C'est de dire que ton entreprise, en fait, ce doit être quelque chose qui tourne sans toi. Un petit peu... Alors, lui, son point, c'est de dire, bah, par exemple, McDo, il y a un très bon film là-dessus qui s'appelle Le Fondateur. Je vous conseille de le regarder. Ça raconte l'histoire de McDonald's. Et on voit qu'en fait, le gars qui a développé McDo, qui en a fait une entreprise mondiale,
en fait, c'est pas lui qui a inventé l'entreprise. Lui, il a trouvé une entreprise qui lui paraissait être organisée de la bonne manière et il a dupliqué le modèle. Et pour pouvoir dupliquer le modèle, il a dû écrire toute la manière dont l'entreprise devait fonctionner, devait bien fonctionner. Et donc, Michael Gerber, c'est un petit peu le chantre de ça, c'est-à-dire de créer une boîte dans laquelle tu ne travailles pas. Et ça, c'est vraiment un concept pour moi qui a été fondateur aussi, de me dire, en fait, je dois me rendre dispensable. C'est-à-dire que il faut que ma boîte puisse tourner sans moi. Et il y a une phrase de Michael Gerber que j'aime bien, c'est si tu as une entreprise mais que tu travailles dedans, tu n'as pas d'entreprise, tu n'as pas de business, mais tu as un job. C'est une de ses phrases. Pour moi, donc je la répète. Si tu as un business mais que tu travailles dedans, tu n'as pas un business, mais tu as un job. Ou bien, il faut travailler sur son entreprise plutôt que dans son entreprise. Autrement dit, tu dois toujours essayer de sortir de la case ressources de ton entreprise. Et ça m'a tilté parce que pour moi, je me suis dit, c'est un levier encore mieux que d'être ultra productif parce que du coup, je sors de l'équation de l'entreprise et donc je vais pouvoir avoir une entreprise qui tourne sans moi, mais surtout qui peut grandir sans moi. Et à l'époque, la manière dont j'ai commencé à travailler là-dessus, ça a été à travers le processus ISO. L'entreprise que j'avais rachetée, en fait, elle se préparait, il y avait madame qualité, et on n'avait jamais, et le dirigeant d'avant n'avait jamais franchi le pas de se faire certifier. Et moi, j'ai utilisé l'ISO comme levier en me disant, du coup, on va tout processiser dans l'entreprise pour faire une entreprise processus. Et c'est comme ça que je pourrais sortir de l'équation, et aussi que je pourrais faire sortir de l'équation certains salariés qui sont un peu des divas et qui sont incontournables et voilà, qui posaient des problèmes dans l'entreprise. Aujourd'hui, je ne ferais pas la même chose, je n'utiliserais pas l'ISO, puisqu'entre-temps, j'ai rencontré Laurie, on en a déjà parlé, mais voilà, il y a quand même quelque chose d'extrêmement de l'ordre du déclic là derrière, c'est de se dire, moi je suis là et mon entreprise est là. Je ne suis pas dans mon entreprise, je suis à l'extérieur, et mon objectif, c'est d'en faire une machine huilée qui va travailler le mieux possible. On verra qu'après, j'ai eu un autre déclic, c'est que ce genre d'entreprise, en fait, finalement, si elle est trop processisée, elle va pas être capable de s'adapter, donc elle va être fragile, mais ça, c'est un déclic qui m'est venu plus tard. Et donc, alors, après ce déclic sur la productivité, sur les processus, qu'est-ce qui s'est passé alors pour toi? Alors, j'ai eu aussi autre chose du même ordre qui est arrivé. En fait, j'avais eu ce truc de faire une entreprise qui puisse tourner sans moi. Ça aussi, ça m'a rappelé un souvenir. C'est-à-dire que mon père, alors il était pas chef d'entreprise, mon père, il était directeur de plusieurs grosses entreprises, mais salarié. Un jour, à cause de la pression, du travail, etc., son dos a lâché, sa santé a lâché, et il s'est retrouvé immobilisé à la maison, dans le salon, impossible de se lever, impossible de marcher, etc. Et donc, il a été en repos forcé. Et je me souviens, ça m'a marqué, de tous ces cadres qui venaient le voir pour prendre leurs instructions et puis qui repartaient travailler. Et en fait, je me souviens lui avoir parlé, j'ai dit, mais en fait, il y a un truc que je comprends pas. J'ai dit, tu travailles 2 heures par jour, c'est le mot, parce qu'il n'était pas capable de travailler plus, il était sous médicaments, etc. Et en fait, finalement, la boîte tourne et ça fonctionne. Et moi, je trouvais ça assez intéressant et assez fascinant. Et donc, il m'a dit 2 trucs. On était bien avant la semaine de 4 heures de Timothy Ferriss, qui est un autre bouquin intéressant à lire. Bon, surtout sur le principe, pas tellement, je dirais, sur les valeurs. Mais voilà. Et donc, il m'avait dit, en fait, ça, je ne peux le faire que parce que j'ai une bonne équipe. C'est-à-dire, si j'avais pas une bonne équipe, là, je serais ce serait vraiment un gros problème. Et il m'avait dit, une bonne équipe, c'est une équipe auprès de laquelle tu peux déléguer et en laquelle tu fais confiance. Tu fais confiance parce que, c'est pas le mot qu'il a utilisé à l'époque, mais aujourd'hui, avec mes mots, je dirais qu'il avait créé la bonne culture d'équipe, la bonne culture d'entreprise. Et donc, je me suis rendu compte de ce levier. En fait, c'est ce bouquin que j'ai lu dans l'avion et cette anecdote qui m'est revenue qui m'ont fait dire, mais on doit pouvoir trouver un meilleur levier. Et donc, ce levier, c'est d'un côté, bien connaître les process, etc. Et de l'autre côté, c'est le management. Je me suis rendu compte à ce moment-là que ce qui me manquait,
c'était le management. C'est-à-dire que même avec des objectifs, même avec la bonne stratégie, même en ayant mis en place tout ce qu'il fallait, etc., j'avais quand même un truc qui fonctionnait pas dans mes boîtes ou qui aurait pu mieux fonctionner. C'était en fait l'envie de mes collaborateurs de travailler pour cette entreprise. C'est tout bête quand on le dit, mais voilà, j'étais jeune et à l'époque on parlait pas tellement de ça, de dire bah ouais, il faut que les gens ils aient envie, parce que s'ils ont pas envie, ils sont pas créatifs. S'ils C'est ont une pas envie, succession de processus, effectivement. ah, c'est pas excitant. Enfin moi, je veux dire, c'est un peu tue l'amour quoi. Et donc en fait finalement, j'ai travaillé à ce moment-là beaucoup sur le management, sur la manière de manager. Et d'ailleurs, c'est un peu plus tard que j'ai créé le podcast Outils du manager où on parle de management. C'est là aussi que j'ai écrit mon petit livre sur le manager essentiel qu'on peut télécharger sur le site et qui en fait explique les fondations d'un système de management qui fonctionne. Et puis c'est aussi à cette époque-là d'ailleurs que j'ai dit cette phrase que quelquefois qu'on ne comprend pas hein, quand je la dis. Donc c'est de gérer ma boîte comme si je devais la vendre demain. Je disais, moi je gère ma boîte comme si je devais la vendre demain. Et quand on me disait ça, on me disait mais t'es complètement cynique. Et en fait, comment ? Et pourtant, c'est tellement important. Ouais, en fait, pas du tout. C'est pas cynique du tout. Alors évidemment derrière, il y a des motivations personnelles. Une boîte qui fonctionne comme si tu devais la vendre demain, ça veut dire que, bah, effectivement, le jour où il faudra la vendre, tu seras prêt et t'en tireras ce que tu as le droit d'en tirer. Mais en même temps, ça permet de prendre des vacances, ça permet que ça tourne tout seul. Ça veut dire que tes employés sont autonomes, donc épanouis. Donc ça veut dire qu'ils ont un avenir sans toi, ils ne dépendent pas tous de toi. Ça, c'est une autre source de stress chez certains dirigeants d'entreprise, c'est dire, mais s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui va se passer humainement, c'est-à-dire mes collaborateurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir et donc, pour moi, vraiment, c'est quelque chose de vertueux que de dire oui, tu gères ta boîte comme si tu devais la vendre demain, même si tu ne vas pas la vendre demain, parce que ça t'oblige à créer des collaborateurs qui sont en fait des mini-chefs d'entreprise et qui sont capables d'agir sans toi, en fait, finalement. Et je pense que c'est la vraiment... même entreprise, c'est sûr. C'est pas la même boîte, quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus autonome, intéressant, et surtout intéressant pour tout le monde. Bon, alors, tu nous as partagé quand même déjà pas mal de difficultés et de déclics que tu as pu avoir. Est-ce qu'il y a eu d'autres challenges pour toi en tant que Après, entrepreneur ? oui, alors il y en a eu un récent, c'est l'antifragilité, je vais en parler juste après. Mais au fur et à mesure donc, que j'avais eu ces 3 déclics, celui de la productivité, celui du levier managérial et celui de gérer sa boîte en étant extérieur, il y a aussi quelque chose qui m'a donné envie d'aller plus loin. C'est simplement que j'ai eu besoin avec ma famille de partir, d'ailleurs peu après le décès de notre fille, et puis voilà, on avait d'autres enfants, et donc de partir longtemps à l'étranger. Et ça me faisait assez rêver, de me dire, est-ce que je suis capable de partir avec ma famille, mais là, vraiment en coupant complètement avec l'entreprise pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et je me suis dit, ça pourrait être un challenge, et je dirais, ça va dans le sens de ce que je construis depuis toujours. Et donc, je me suis vachement intéressé au concept de l'entreprise libérée, dont on parle régulièrement. Et en fait, le but, c'était de pouvoir partir aux US, faire un tour de plusieurs mois aux US. Et je m'y suis pris 6 mois, ou peut-être 1 an à l'avant, je me souviens plus très bien, pour pouvoir mettre mes boîtes en condition de pouvoir faire ça. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans ce projet, je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais pas libérer, parce que j'ai rencontré beaucoup je dirais, de personnes qui faisaient la promotion de ce type d'entreprise, mais aussi, j'ai aussi rencontré des boîtes et des dirigeants où je me suis dit, ouh là là, c'est pas toujours aussi rose que ce qu'on met dans les bouquins. Et donc, finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspiré de pas mal de leurs idées, mais j'ai jamais lâché le contrôle de mes boîtes parce que j'y crois pas. Je pense qu'on a besoin d'avoir quand même un patron. Sinon, c'est la loi de la jungle, malheureusement. Et donc, je crois pas du tout à la libération totale d'une entreprise parce que ça fait des catastrophes, parce que voilà, c'est un peu du quitte ou double, et donc voilà, j'ai pas envie de jouer mes boîtes à quitte ou double. Mais il est vraiment possible de créer une culture d'entreprise hyper responsabilisante, ça j'en suis sûr, qui permet que 80% des sujets, voire 99% des sujets, sont résolus sans que tu aies à intervenir. Et donc c'est là aussi
au moment où je me suis préparé à faire ça, que je me suis rendu compte que l'idée, c'était pas de libérer l'entreprise, c'était de libérer le dirigeant, et qu'en fait, ça passe par la libération du dirigeant, avec un petit peu les étapes que j'ai décrites. Si tu veux, on pourra les résumer à la fin. Mais voilà, avoir les meilleurs leviers, déjà être compartimenté, très compartimenté, avoir le meilleur levier qui est le management, et puis créer une culture d'entreprise une fois qu'on a mis en place le management, pour que finalement ce soit les salariés qui continuent à faire progresser l'actif qu'est devenu l'entreprise. Alors, tu as évoqué tout à l'heure l'antifragilité, et Ouais, je sais que plus récemment, c'est quelque chose que tu as travaillé. ouais. Alors, pourquoi, comment Alors l'antifragilité? j'en ai parlé déjà pas mal dans les podcasts, mais moi, il y a quand même un truc qui me fascine, c'est de me dire, enfin qui m'a toujours fasciné, c'était de me dire comment je peux rendre mon entreprise non seulement indépendante de mon quotidien, ça ne veut pas dire que je vais plus du tout y intervenir, mais très indépendante de mon quotidien, mais en même temps indestructible. Indestructible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle soit toujours là demain, quoi qu'il arrive, quelles que soient les crises, etc. Et donc, je voulais avoir les entreprises les plus auto-adaptables, voilà, que même une énorme crise, ça puisse, voilà, ça n'impacte pas la rentabilité, la pérennité de l'entreprise, etc. Et donc, tout ce dont je parle depuis le début vise à ça. Et la grande révélation que j'ai eue, c'était il y a quelques années, c'est en lisant le bouquin de Nassim Taleb qui s'appelle Antifragile. Donc, très très vite, je dis ce que c'est que l'antifragilité. Pour expliquer ce que c'est, on dit souvent, c'est quoi l'inverse de fragile? On va dire, allez, 100% des gens, si j'avais pas parlé d'antifragilité avant, auraient dit solide. Donc, et en réalité, l'inverse de fragile, c'est pas solide, c'est antifragile. C'est-à-dire, c'est un cran au-dessus. Concrètement, quelque chose qui est fragile, quand il y a un choc, il s'est détruit. Quelque chose qui est solide, quand il y a un choc, il reste identique. Et c'est un problème de rester identique, parce que les chocs changent tout le temps, et que l'idéal, ce serait d'avoir quelque chose qui, lorsqu'il est soumis à un choc, devient plus solide, c'est-à-dire s'adapte au choc, c'est-à-dire que les chocs le rendent plus solide. C'est ça l'antifragilité. En fait, c'est la caractéristique d'un système qui devient plus résistant au fur et à mesure qu'il a des chocs, qui s'adapte en temps réel aux choses. Et donc, pour moi, l'entreprise parfaite, eh ben, c'est celle-là. C'est celle qui n'est pas détruite par les crises, mais qui est renforcée par les crises. Et c'est sur ça que j'ai travaillé, en fait, je travaillais depuis longtemps sans le savoir, parce qu'une révélation, souvent, c'est ça. Hein. Quelque part, tu le sais, quelque part dans ta tête, mais un jour, il y a quelqu'un qui met un nom et toute une théorie sur le phénomène, et tu dis, bah oui, bah, c'est ça que je suis en train de faire, en fait, finalement. Et alors maintenant que tu es déjà passé par tous ces caps-là, tu penses qu'il y en a d'autres? Le prochain déclic, ce serait quoi? Alors, par définition, enfin pas par définition, mais un déclic, moi je peux pas savoir à l'avance quel déclic je vais avoir. Après, il y a des tendances, c'est-à-dire qu'en ce moment, dans le ciel, dans notre communauté, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, parce que je trouve que c'est un phénomène qui va être intéressant pour les entrepreneurs. C'est l'occasion pour eux de donner à leurs collaborateurs des assistants numériques, et donc de faire monter encore la qualité de leurs collaborateurs. Maintenant, est-ce que c'est un vrai déclic? Je suis pas sûr, parce que finalement, l'intelligence artificielle, c'est un petit peu, c'est quelque part sous-traiter une partie du sujet à quelque chose qui est autre chose qu'un humain. Moi, ça entre assez fort dans quelque chose qu'on connaît déjà bien, qui est l'automatisation. Euh, Moi, un des déclics que j'ai eu récemment, alors je suis pas spécialement enfin, je parle pas souvent d'écologie, mais il y a quand même quelque chose qui m'intéresse dans l'écologie, c'est ne pas détruire de la valeur pour obtenir de la performance. Et c'est vrai que récemment, j'ai lu pas mal de choses, puis j'ai pas mal discuté là-dessus avec des dirigeants. Moi, je pense qu'il y a un problème assez fondamental dans les entreprises. C'est un petit peu tous ces patrons qui gèrent leur boîte comme un match de foot. Je t'explique. C'est-à-dire qu'un match de foot, il y a un début, il y a une fin. Et donc, tout ce qui compte, c'est de gagner le match, quel que soit le coût et quel que soit l'état des joueurs à la fin. Et souvent, moi je trouve que dans la culture d'entreprise, on voit les choses de cette manière. C'est ce qu'on voit dans les films, etc., etc. Et moi, ce que je vois, c'est que la plupart des boîtes qui durent, c'est pas tout à fait comme ça qu'elles gèrent. En fait, les boîtes qui durent, elles jouent ce que j'appelle le long game, le long terme. C'est-à-dire que, en fait, on n'est pas
obligé de mettre la pression à mort sur nos collaborateurs, sur soi-même, etc., de détruire de la valeur pour que notre entreprise soit pérenne. Et finalement, ce qui compte, c'est que notre entreprise s'arrête jamais, qu'elle nous dépasse, qu'elle soit toujours présente quand quand on se retirera ou quand on sera pas là, etc. C'est toujours le même esprit, mais c'est le même esprit, je dirais, porté au-delà du dirigeant. Et donc, une des manières qu'on nous donne pour dire, bah oui, pour que la boîte soit toujours là, il faut avoir une vision à long terme. Et moi, ça me va pas, cette manière de faire. Parce que j'ai fait plein de fois l'exercice de me dire, bah oui, je vais faire la vision à long terme, ça va parler aux salariés, ça va donner du sens, patati patata. Sauf que notre monde, il est tellement mouvant, il est tellement imprévisible, etc., que finalement, j'aurais l'impression de leur mentir en leur disant que je sais ce qui va se passer dans 5 ans. J'en sais rien, franchement, ce qui va se passer dans 5 Je ans. pense que la période du Covid a quand même bien montré ça à tout le monde. Hein. Complètement. Et donc, exactement. Et donc, la période du Covid, et puis tout ce qui. Parce que franchement, quand tu regardes le début de Oui. 2023, peut-être que le Covid va revenir. Il y a une guerre en Europe. L'IA va tout bousculer. Enfin, je veux dire, si tu veux trouver des raisons de stresser, c'est assez simple d'en trouver. Mais la raison, moi ce que j'essaie, c'est de trouver des raisons de ne pas stresser. Et donc, pour moi, ce qui compte, c'est pas tellement la vision, c'est d'avoir su développer la bonne culture dans ton entreprise pour que finalement, on soit sûr d'être encore là demain. Et pour moi, c'est là-dessus que je travaille maintenant, c'est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que moi, la vision, je m'en fous. Ce qui compte, c'est qu'on soit encore vivant demain. Ce qui compte, c'est que notre boîte soit encore vivante demain. Et oui, ça veut dire parfois renoncer à de la performance maximale tout de suite, parce qu'elle détruirait justement, entre guillemets, notre espérance de vie. Et bon, ça paraît un peu pompeux et fumeux, comme je le dis, mais qu'est-ce que ça veut dire pour un dirigeant? Ça veut dire que pour moi, un dirigeant, il doit être surtout là pour développer des actifs, c'est-à-dire des choses qui vont continuer à générer de la valeur dans le futur. Et l'actif majeur dans une entreprise, et je pense que ce sera de plus en plus vrai, c'est la culture de l'entreprise. Et donc finalement, je pense que plutôt que d'essayer d'avoir une vision ou de mener sa boîte à la cravache pour lui faire cracher un maximum de cash flow, je pense que gérer une boîte, ça devient la faire mûrir pour qu'elle sache, la boîte, toute seule, entre guillemets, à travers les gens qui sont à l'intérieur, comment être encore là le lendemain. Et je pense que c'est vraiment ça. Aujourd'hui, moi, c'est là-dessus que je travaille actuellement. Là, ce qu'on disait, là, le Covid et tout ce qui se passe en ce moment te donne raison sur la stratégie, en tout cas. Hein. Oui, hein, d'autant que, je vais donner un exemple très simple. Aujourd'hui, le marché du travail, si vous êtes employeur, il est plus en votre faveur. Entre guillemets, s'il fallait qu'il y ait un rapport de force entre les entreprises et les gens qui cherchent du boulot, alors pour moi, c'est pas un rapport de force, mais avant, il était plutôt à l'avantage des entreprises parce que les gens prenaient n'importe quel poste parce qu'il fallait bien, et puis du coup, on pouvait leur faire n'importe quoi du moment qu'ils avaient un gros chèque à la fin. C'est fini, ça. Aujourd'hui, les gens choisissent leur boîte, et pas d'ailleurs en fonction forcément du critère financier, mais est-ce que je vais être libre à l'intérieur de cette boîte? Est-ce que finalement, je vais m'épanouir dans cette boîte? C'est ça qui est devenu le plus important. Et si on ne prend pas ça en compte, eh bien, on ne pourra pas recruter, on ne pourra pas retenir les talents. Et si on ne peut pas recruter, pas retenir les talents, on va avoir une boîte qui n'est pas pérenne. C'est sûr. Alors, dans tout ce que tu nous as partagé, là, on voit quand même beaucoup d'évolutions à finalement, chaque obstacle, chaque challenge que tu as rencontré. Mais je pense que ce qui va intéresser les auditeurs, c'est de savoir finalement comment ça s'est passé concrètement, qui t'a aidé, qui était peut-être ton mentor, avec qui t'en as parlé, comment ça s'est passé? Alors, moi, je n'ai pas vraiment de mentor. J'ai cité, et puis j'ai oublié de citer d'ailleurs une personne qui m'a vraiment aussi appris beaucoup sur le management, c'est Mark Horstman, le créateur de Manager Tools, qui est à la retraite maintenant, mais voilà. Mais moi, je suis pas tout à fait à l'aise avec le concept de mentor. D'abord parce que je crois pas être capable de. On me dit souvent, t'es mon mentor. Enfin, j'ai souvent des C'est mails vrai. comme ça. Ok, bon, peu importe. Mais en tout cas, si je prends mon cas personnel, j'estime que j'ai pas vraiment de mentor. J'ai des amis avec qui je discute souvent. J'ai des sources d'inspiration qui sont extrêmement importantes, mais j'ai surtout des principes que je me suis construit avec mon expérience,
à travers mes recherches, à travers mes rencontres. Moi, je crois plutôt qu'un mentor, à des principes. Si vous dépendez de quelqu'un pour le développement de votre boîte ou de votre vie personnelle, c'est un peu embêtant. Je trouve que c'est mieux de construire votre modèle mental à vous, vos principes, et un modèle mental, il se construit avec des principes. Donc moi, je crois beaucoup aux principes, et j'en ai quelques-uns. Tout à l'heure, je te dirai les 4 principes, pour moi, fondamentaux si tu veux te libérer de ta boîte et libérer ta boîte. Mais voilà, pour moi, ça a été plutôt comme ça. Par contre, j'ai eu une frustration très claire. J'ai fait pas mal de clubs d'entrepreneurs, de mastermind, ce genre de trucs, pour trouver ce genre de soutien. Parce que entre avoir un mentor et avoir des principes, il me manquait quand même quelque chose. C'est un petit peu avoir des gens avec qui partager, avec qui discuter. C'est ça d'ailleurs qui m'a poussé finalement à créer le podcast, à créer le forum, etc., etc. Parce qu'en fait, si je pouvais, parce que je sais que tu vas me poser la question, parce que c'est classique dans un podcast, et si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu changerais? Alors, bon, cette question, elle est toujours, c'est toujours simple de dire, je ferais ça, ça. C'est toujours plus facile de réécrire l'histoire, mais moi, je dirais que il y a pas grand-chose que je regrette dans mon parcours. Il y a peut-être quelque chose qui aurait pu mieux se passer, c'est d'aller plus vite et de me rendre compte plus rapidement de vraiment ce qui fonctionnait. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que si je devais refaire, je créerais mon club plus tôt, parce que je pense que soit en tant que créateur, soit en tant que membre, d'ailleurs, nous, on fait pas une énorme différence derrière dans la communauté du ciel. Le but, c'est d'échanger pour aller plus vite, parce que là, tu bénéficies de l'expérience de chacun. On est sur la même longueur d'onde parce qu'on partage les mêmes valeurs. Et donc, voilà. Je pense que s'il y avait un regret, en tout cas, c'est une frustration que j'ai eue, ça, je m'en souviens, de dire, mais il n'y a personne qui parle des trucs qui, pour moi, sont essentiels. Et donc, j'ai pas osé, mais à l'époque, j'aurais dû créer un club plus rapidement. Je pense que ça m'aurait fait avancer plus vite. Puis ça m'aurait permis d'avancer plus vite aussi sur une autre contribution que j'ai envie d'avoir, c'est de libérer les patrons pour libérer leur boîte. J'en parlais tout à l'heure. Alors, ça vient peut-être avec l'âge. Peut-être qu'à un moment, tu te dis, bon, Peut-être aussi. moi, j'ai fait ça, maintenant, je veux construire quelque chose de plus grand qui aide plus de personnes. Et je pense que c'est cette chose-là. Une fois que tu t'es occupé des tiennes, en fait, aussi, c'est ça. Hein, là, tu as d'abord libéré les tiennes de boîte. Ouais, puis voilà, il fallait que j'ai le temps Voilà. aussi pour le faire. C'est une C'est autre clair. On entreprise en boucle soi. avec le sujet du temps. Ouais, Mais oui, il y a ça. Puis moi, je ne serais pas du tout à l'aise d'ouvrir ma bouche sur des sujets que je n'ai pas moi-même expérimentés. ouais, Franchement, je ça, comprends. je laisse à d'autres. Bon, et alors, si on parle méthode maintenant, puisque de toute façon, en plus, tu es quelqu'un qui modélise beaucoup et tu parles de principes, etc. Donc, si tu peux résumer, ça a Alors, été quoi cette méthode pour alors, libérer tes boîtes? c'est hyper simple. En fait, finalement, si on fait, parce que là, on a fait du blabla pendant 40 minutes, mais finalement, on aurait pu. Mais si j'avais commencé par ça, je pense que vous m'auriez tous regardé en disant, OK, voilà. Mais je voulais l'illustrer avant de le dire, mais voilà, pour moi, il y a 4 principes vraiment fondamentaux qu'on peut développer à l'infini, mais il y a quand même 4 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est de déléguer un maximum parce que c'est le meilleur levier. Pourquoi je mets ça comme premier principe? Parce que notre temps est limité, ça c'est une constante, ça ne changera jamais. On a toujours 24 heures chaque jour, tous, et à l'intérieur de ces 24 heures, il faudra bien qu'on dorme, qu'on s'alimente, etc. Et donc, il y a un temps qui est voilà, le temps est incompressible. Ça, c'est la partie chronos du temps. C'est-à-dire que le temps, c'est 100 carrés, 100 cubes. Hein, quand on en parle, j'aime bien cette représentation où 100 jetons, je dirais, de 10 minutes chacun, que tu peux mettre aux endroits les plus importants pour faire levier. Et le meilleur levier, c'est la délégation à des êtres humains. Pourquoi c'est la délégation à des êtres humains? Parce qu'il n'y a pas plus antifragile qu'un être humain. C'est-à-dire que c'est la seule manière de dupliquer je dirais, ton temps, c'est d'utiliser au mieux et de la manière la plus intelligente pour tout le monde, le temps des autres. Donc, premier truc, un dirigeant qui ne fait pas ça, ça va être très, très compliqué. Ce premier principe, c'est déléguer un maximum. Deuxième principe,
très important pour un chef d'entreprise, c'est de se concentrer au maximum sur le développement des actifs. Pourquoi je dis ça? Je dis parce que je vois trop de chefs d'entreprise qui sont obsédés par la rentabilité, je dirais à court terme, en tout cas quotidienne, en se disant il ne faut pas que j'arrête parce que sinon je ne vais plus être rentable, il n'y a plus d'argent qui va rentrer, etc. Et ça les empêche de faire le plus important quand on est chef d'entreprise, qui est de développer quelque chose qui lui-même va développer de la rentabilité, mais de manière sans ton intervention. C'est ça un actif finalement. C'est quelque chose qui produit de la rentabilité, qui produit de la richesse sans que tu aies à intervenir. D'ailleurs, l'actif le plus fondamental, celui que vous devez absolument développer, c'est un actif qui ne figure pas au bilan, qui sera très dur de valoriser le jour où vous vendrez votre boîte, mais voilà, il y a des méthodes pour le faire, c'est la culture d'entreprise. Entre deux entreprises qui ont la même rentabilité, qui performent exactement de la même manière, si on a une qui a une bonne culture d'entreprise et l'autre qui a une mauvaise culture d'entreprise, je peux t'assurer qu'elles n'ont pas du tout la même valeur. Il y en a une qui peut être 10 fois plus valorisable que l'autre. Parce que la culture d'entreprise, c'est l'avenir de l'entreprise. Une culture, d'ailleurs, dont le dirigeant doit être absent. Donc, deuxième pour moi, pilier fondamental, principe fondamental, se concentrer sur les actifs et laisser la gestion de la rentabilité quotidienne, etc., à tes opérationnels. Troisième pilier fondamental, il y en a 4. Troisième, gérer ta boîte comme si tu la vendais demain. On en a déjà parlé, et c'est très proche et redondant avec ce que j'ai dit à propos des actifs, puisque une boîte qui a des actifs dont tu peux prouver qu'ils vont continuer à générer de la valeur demain, eh bien, c'est une manière de préparer ta boîte. Mais gérer ta boîte comme si tu la vendais demain, moi j'aime bien, c'est un exercice qu'on fait souvent dans le ciel, ou en tout cas que je conseille qu'on fasse souvent dans le ciel, c'est si je veux vendre ma boîte demain, c'est quoi le problème? Et si le problème c'est toi, alors ça veut dire que tu t'es pas assez libéré, alors ça veut dire que tu t'es pas assez concentré sur tes actifs. Et puis, quatrième pilier, parce que tout ce que j'ai dit avant, c'était assez vrai, même depuis très très longtemps. Le quatrième pilier, c'est créer une culture antifragile. C'est-à-dire vraiment agir sur ta boîte, trouver les meilleurs leviers pour mettre de ton côté toutes les chances pour que ta boîte se renforce automatiquement en cas de crise sans ton intervention. C'est ça une culture antifragile, c'est que ce soit les personnes chez toi, dans ta boîte, qui sachent s'adapter en temps réel au marché. Ça, c'est ultra, ultra important. Donc, tu vois, 4 principes, je les répète. Déléguer un maximum, te concentrer sur les actifs, gérer ta boîte comme si tu la vendais demain, créer une culture antifragile. Donc, tu vois, c'est hyper simple. Comme tout ce qui marche, d'ailleurs, c'est hyper simple. Hein. C'est tout ce qui résiste au temps. Souvent, c'est les choses les plus simples. Mais le problème, c'est que la difficulté, c'est pas d'énoncer les principes. Je viens de le faire. Mais c'est de passer à l'action sur ces principes. Parce que je suis persuadé que quand vous aurez fini d'écouter ce podcast, si vous arrêtez là, vous allez continuer à faire quoi? Je vais vous dire ce que vous allez continuer à faire. Vous allez continuer à vous rendre indispensable pour tout, parce que un entrepreneur, il a du mal à pas être indispensable pour tout. Il a l'impression qu'il doit être là partout, il doit tout faire, etc. Même si c'est un piège, même si c'est une prison qu'il se construit, eh bien, c'est irrépressible cette envie d'être indispensable pour tout. Et donc, ça s'appelle tomber du côté où on penche. Donc, vous allez toujours vous rendre indispensable pour tout. Vous allez pas trouver comment faire confiance sans perdre le contrôle. On dit souvent, il n'y a pas de confiance sans contrôle. Si, ce serait bien quand même de réussir à ce qu'il y ait peu de contrôle et beaucoup de confiance. Vous allez rester obnubilé par la rentabilité à court terme, et donc vous ne pourrez pas développer vos actifs, et vous ne saurez pas non plus, vous pouvez lire le bouquin de Nassim Taleb, je le conseille, mais c'est pas ça qui va vous dire concrètement comment fabriquer de l'antifragilité dans votre boîte. Nassim Taleb, c'est un philosophe, c'est pas un chef d'entreprise, donc il n'a jamais construit de l'antifragilité dans une boîte. Et donc, même si je vous donne ces 4 principes, vous allez faire l'inverse, je le sais, et c'est ma grande frustration d'ailleurs. Et vous allez continuer à créer votre propre prison, parce qu'il ne suffit pas de comprendre, il ne suffit pas de vouloir, il faut savoir comment faire, et c'est là que la clé, elle est. Évidemment, la première clé, c'est d'être d'accord. Je veux dire, moi, je suis pas intéressé. Si vous n'êtes pas d'accord avec les principes, c'est évident que vous n'allez pas les mettre en action, donc ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous mettiez en action, que vous testiez le truc, que vous voyez si ça peut vous permettre de construire une entreprise qui vous corresponde mieux, qui corresponde mieux
au rêve initial que vous aviez quand vous étiez avant d'être chef d'entreprise. Moi, j'aime bien faire cet exercice aux chefs d'entreprise, de leur dire, on va faire un flashback. On va revenir 10 ans en arrière quand vous avez créé votre boîte ou racheté votre boîte. On va fermer les yeux. On va se dire, comment vous visualisiez votre vie? C'était quoi votre rêve initial? Et puis maintenant, on revient en avant, puis on compare. Et là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, c'est possible d'avoir les deux. C'est possible d'avoir la liberté et la performance. C'est possible d'avoir un job passionnant sans être impliqué tous les jours dedans. Et d'ailleurs, moi, je vois plein de chefs d'entreprise, finalement, qu'est-ce qu'ils font à un moment? À un moment, ils ont plus envie, ils en peuvent plus de leur boîte, en fait. Ils en peuvent plus parce que ça leur prend trop de temps, ça demande trop de sacrifices, et donc ils s'investissent ailleurs. Et c'est bien de s'investir ailleurs. Ils vont dans des clubs, dans des machins, des trucs, parce qu'en fait, ils s'ennuient, mais c'est à ce moment-là que leur boîte se casse la figure. Parce qu'il y a tout un travail à faire de transition entre le moment où on est indispensable à sa boîte et où on est partout, et puis le moment où on ne l'est plus. Et ça ne peut pas se faire, je veux dire, moi j'ai déjà... voilà, moi quand on me dit, bah voilà, j'ai décidé de faire un tour du monde, donc en fait, finalement, j'ai dit, mais salariés, débrouillez-vous, je suis parti. C'est horrible, ça marche. Peut-être qu'il y a une chance sur 1000 que ça marche, mais voilà, c'est une chance sur 1000. C'est pas comme ça dans la vraie vie que ça se passe. Il faut mettre des étapes intermédiaires, il faut avoir un chemin vers cette libération et vers cette antifragilité de la boîte. Et d'ailleurs, le chemin n'est pas forcément le même pour tout le monde, mais quand même. Et on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, d'ailleurs. Mais déjà, commencer à se libérer de sa boîte, en général, ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'espace mental pour la développer. Et c'est pour ça, je vais redire, tu veux libérer une boîte, commence par libérer le dirigeant. Oui, ça c'est certain. Et donc, c'est pour ça, donc, j'imagine que tu as voulu qu'on crée le ciel pour que finalement chacun puisse trouver son propre chemin et accompagner les entrepreneurs là-dedans. Ouais. En fait, moi, je suis comme tout le monde, hein, comme tous les entrepreneurs qui nous écoutent, on aime bien créer ce qui n'existe pas. Ou plutôt, on aime bien créer ce qu'on ne trouve pas. Souvent, la création d'une entreprise ou d'un projet, ça naît d'une frustration. En disant, mais c'est débile de faire comme ça, je suis sûr qu'on peut faire autrement. Bah, tu crées une boîte. Et ça rencontre son marché ou ça ne le rencontre pas. On verra si le ciel grossit et puis si on rencontre son marché. Aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Mais voilà, pour moi, le but d'un club d'entrepreneurs, ça a toujours été, dans ma tête, de libérer le patron. Point à la ligne. Le seul but, pour moi, d'un club d'entrepreneurs viable, qui m'intéresse, c'est de me libérer en tant que patron, c'est-à-dire de me permettre d'avoir une vie plus riche et que mes boîtes se développent aussi, soient libérées aussi, c'est-à-dire que leur croissance soit libérée. Et en fait, à une exception près, j'ai toujours été déçu par les clubs d'entrepreneurs. En fait, souvent, ils combinent 3 caractéristiques, ou bien ils ont une des 3 caractéristiques que je vais citer et qui, pour moi, sont rédhibitoires. La première, c'est, alors, je vais te citer les 3, c'est ils sont trop machos, ils sont boring, ils sont ennuyeux, et ils sont pas efficaces. Alors, macho, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est le genre de club où, en fait, finalement, tout le monde fait le pan. C'est-à-dire, oui, j'ai développé ma boîte et j'ai fait ça, etc., etc. Et en fait, à l'intérieur de ces boîtes-là, on n'a pas le droit d'être vulnérable. Je me souviens d'une expérience épouvantable où même à l'intérieur du club d'entrepreneurs, il y avait des luttes de pouvoir pour être le président. Tu vois, le genre de truc. Donc, tu retrouvais, en fait, ce que tu n'aimes pas dans ta boîte dans le club. Super. Donc, moi, ça pour moi, c'est rédhibitoire. Et puis, souvent, c'est un peu comme ça aussi parce que c'est des clubs qui n'ont pas une forte confidentialité. C'est-à-dire que pour être vulnérable, pour pouvoir dire non, moi je suis dans la mouise, il faut m'aider, etc., il faut que tu sois sûr que ça ne sorte pas du club. Et souvent, les clubs, ils sont locaux, c'est-à-dire que dans ton club, tu peux avoir un fournisseur, tu peux avoir quelqu'un qui fait partie de ton environnement social, etc. Et du coup, voilà, moi, ce que j'appelle macho, c'est, tu vois, le genre de club où tout le monde fait le malin. Et finalement, voilà, une fois que tu as fait le malin, c'est peut-être rigolo au début, mais finalement, tu n'as pas appris grand-chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui sont chiants. C'est-à-dire, on y va, mais finalement, c'est du réseau. Le but, c'est de faire des affaires, ou à d'autres personnes qui ne sont pas forcément des entrepreneurs de faire des affaires, genre, et j'ai rien contre eux, hein, mais genre les banquiers, les assureurs, les avocats, qui doivent être dans ce genre de club parce que finalement, ils ont des services à te vendre. Pourquoi pas ? Mais je dis pour ça, il y a des salons professionnels, il y a Internet, etc. Pour moi, ça ne sert à rien de faire partie d'un club si c'est pour ça. En tout cas, voilà, moi, c'est ça qui me frustrait, c'est qu'à un moment, c'est bon, quoi.
Et puis la troisième chose que je trouvais avec les clubs, et d'ailleurs voilà, il y en avait qui étaient intéressants, mais par contre, c'était pas forcément efficace. Et quand je dis efficace, c'est que fallait se rendre sur place, donc tu perds du temps. Et puis surtout, moi, il y avait un truc, c'était jamais le sujet qui m'intéressait. C'est-à-dire que on abordait des sujets et il y avait une espèce de programme, mais en fait, moi, je me disais toujours, ouais, c'est super intéressant, mais en fait, finalement, c'est pas ça qui m'intéresse en ce moment. Et si je pars là-dessus, je sais pas si vous avez cette expérience, vous ressortez d'une conférence, vous êtes tout excité, vous dites, ouais, c'est vachement bien, je vais mettre ça en place dans ma boîte. Puis en fait, quand tu reviens dans ta boîte, non, t'as pas le temps. Et d'ailleurs, moi j'ai une expérience avec un mastermind dans lequel j'étais qui était génial, où il y avait plein d'idées qui fusaient. Je prenais plein de notes et en fait, à chaque fois que j'essayais de les appliquer, je me disais oui, mais je suis en train de détourner ma boîte de ce que je veux vraiment faire. Donc il y a beaucoup de clubs comme ça où tu n'as pas une guideline et ça va vite en fait de te détourner de l'essentiel. Et donc, je me suis dit que si on allait créer un club, je voulais en fait que ce club, déjà, il soit assez clair et assez précis sur ce qu'il propose, te libérer pour laisser grandir ta boîte, il serait axé sur le management, sur la création d'actifs, et il serait axé sur l'antifragilité. Ça permet de gagner en efficacité, de se dire, je sais exactement pourquoi je suis là. J'ai un problème et c'est ce problème-là que je veux résoudre déjà en rentrant dans le club. Puis ensuite, je sais qu'on va travailler sur ces axes-là. Je voulais aussi que ce soit efficace, c'est-à-dire que ce soit accessible de n'importe où, n'importe quand, etc. Parce que souvent, c'est ça. Quand tu es chef d'entreprise, c'est ça que je voulais dire aussi par rapport à l'efficacité des clubs. Tu te dis, ah mince, là j'ai un problème et j'aimerais bien pouvoir en parler, mais voilà, mon club, il se réunit toutes les semaines, donc je pourrais peut-être pas en parler tout de suite, etc. Et donc ça, je voulais que les gens, ils puissent déjà immédiatement parler de leurs problèmes et que assez vite derrière, on puisse gérer leurs problèmes, parler de leurs problèmes entre nous. Et voilà, j'anticipe, mais Une vraie interactivité. effectivement, quand on a créé le ciel, on s'est dit, on veut pas qu'il ait les défauts, donc macho, boring et je dirais peu efficace des autres clubs. Donc là, tu nous partages vraiment la ligne directrice finalement de ce que tu as voulu créer et tu parles d'interactivité qui effectivement qui tenait à cœur pour que ça puisse répondre vraiment aux besoins à l'instant T. Et donc c'est pour ça que tu m'as demandé de te rejoindre pour la création du ciel. Tout à fait. Et là, ce que je suis content de montrer à la vidéo, pour ceux qui ont la vidéo, c'est ça. Pour moi, c'est un truc qui est vraiment intéressant. C'est que le ciel, on en est à la V2, elle est en plein lancement. Je vais faire une petite annonce juste maintenant, juste après. Mais pour moi, c'était ça que je voulais. Je voulais avoir le club dans ma poche, c'est-à-dire pouvoir l'utiliser quand je veux, avoir l'interaction quand je veux, etc., etc. En plus des autres choses qu'on avait déjà développées dans la V2 dont on va parler, mais dans la V1 dont on va parler. Mais voilà, juste avant que je te laisse parler, parce que maintenant, ça va être un petit peu à toi de nous parler du ciel. Je voulais dire que voilà, on lance la V2 du ciel. On a pris, je dirais, 1 an quasiment à tester la V1. Je pense que c'est peut-être un peu plus d'1 an, je sais plus exactement. Ouais, un petit peu plus, ouais. Et on est en plein lancement de la V2 et c'est ce dont on va parler maintenant. Et je voudrais être bien clair avec tout le monde avant qu'on commence de parler de ça. On va ouvrir de nouvelles places pour rentrer dans le ciel, mais ça va être limité à 30 personnes et ça va être sur dossier. Donc, il faudra candidater. Il y aura un lien, il va y avoir un lien là sur lequel tu peux cliquer pour poser ta candidature. Et très clairement, avec les technologies qu'on a, on pourrait prendre 200 personnes. Ça fonctionnerait. On a décidé d'en prendre 30 seulement. On pourrait aussi décider d'ouvrir tout H24. Mais moi, je connais les entrepreneurs, je sais comment je suis, on saute ou on saute pas. Et en fait, moi, j'ai envie que les gens qui rentrent, c'est des gens qui sont prêts à y aller. Et donc, j'assume, il n'y aura pas de place pour tout le monde. En tout cas, pour l'instant, on va limiter à 30 personnes. On va limiter l'offre dans le temps, exprès pour forcer le passage à l'action. Parce que dans le ciel, oui, on va parler théorie, mais on va surtout passer à l'action. Et voilà, je pense que j'espère que je suis le plus honnête possible. Oui, clairement, c'est du marketing. On a limité exprès parce qu'on veut que les gens, qu'il y ait une pénurie, que les gens aient vraiment envie d'y aller. On veut qu'il n'y ait pas de place pour tout le monde pour l'instant. Voilà.
Ça représente Alors, finalement ce qui se passe après. Faut y aller. Hein. C'est pareil dans le ciel. Si on veut que ça bouge, c'est il faut y clair, aller. c'est clair. Et donc, on va maintenant parler du ciel. Ce que je t'invite à faire, c'est à réfléchir à tes problèmes pendant qu'on en parle et de te dire, tiens, ouais, ça pourrait vachement m'aider dans mon problème principal. Donc, allons-y, Adélie, on va un petit peu revenir en arrière, puisque c'est à toi que j'ai confié le développement du ciel et puis toute l'animation et le suivi, même si j'interviens souvent. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, je coach les managers de la communauté Outils du Manager. Déjà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et Hmm. puis aujourd'hui, donc les dirigeants du ciel, et je manage aussi l'équipe Outils du Manager au quotidien. Mais en fait, avant ça, j'ai aussi été entrepreneur et je me reconnais très bien quand tu parles du pire job du monde, parce que j'ai eu le pire job du monde, complètement prisonnière d'un business qui pourtant, que j'avais choisi et qui me passionnait, mais qui était effectivement pas du tout pensé pour être vendu. Donc moi, ça me parle beaucoup puisqu'après, le deuxième business que j'ai créé avec mon conjoint d'ailleurs, on a pu le revendre et on l'a pensé dès le départ. Justement, on a pensé process, on a pensé tout ça pour que il puisse être vendu après. Hmm. Voilà. Entre-temps, j'ai aussi été chef de projet en SS2I, en agence de communication, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à me former avec l'outil du manager. Et puis, quand on a travaillé ensemble, j'ai été coach auprès de dirigeants de TPE et de PME, et c'est le projet du ciel qui m'a fait basculer à plein temps dans l'aventure outil du manager d'ailleurs. Super. Bah oui, je cherchais mon bras droit ou ma bras droit, je sais pas comment on dit. Et puis, Non, on va dire que c'est c'est comme, aujourd'hui. c'est comme ça qu'on s'est, comme ça Oui, qu'on a commencé ensemble. Alors, tout à fait. merci pour la présentation. Est-ce que tu peux nous dire concrètement, allez, directement, le ciel, en quoi ça va changer la vie du membre? Pourquoi, enfin voilà, faut donner un petit peu envie en quoi ça va changer la vie du membre. Alors, déjà, peut-être, si on veut résumer vraiment en une phrase, je pense que le point important, c'est que tu auras la possibilité, comme tu le disais, n'importe quand, en fait, depuis ta poche, en fait, hein, tu auras la possibilité de pouvoir être toujours débloqué au moment où tu en as besoin. Et ça, c'est vraiment, je pense, le point important. Et finalement, tout ce qu'on va décrire après, c'est des outils pour permettre ça. Hmm. Donc dans le ciel, alors je vais peut-être te donner quatre éléments que moi je vois vraiment chez les membres actuels du ciel sur ce que ça peut leur apporter. Donc dans le ciel, tu vas pouvoir partager finalement ta vraie vie de dirigeant, et c'est vraiment comme ça que le décrivent les membres du ciel, c'est la vraie vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu commercial. Tu es en Ouais. dehors des réseaux locaux que tu as d'ailleurs décrit tout à l'heure, en tout cas dans ta vision, mais c'est partagé par les membres du ciel. Et justement, le jeu dans le ciel, c'est de pouvoir et même de devoir te montrer tel que tu es vraiment. C'est-à-dire exposer tes vraies problématiques, exposer, montrer vraiment le vrai fonctionnement de ton entreprise de l'intérieur et donc les vrais dysfonctionnements aussi, ce qui est compliqué à faire dans d'autres contextes. Et tu vas pouvoir recevoir et donner de l'aide sans avoir peur de la concurrence ou du jugement des autres. Donc Hmm. ça, c'est quand même Ça, déjà c'était hyper important. Ouais. voilà, c'est déjà un point très important. Donc ça libère en fait déjà, on parle beaucoup de libération, ça libère déjà beaucoup les membres en fait. Hmm. La deuxième chose, c'est que ça te permet de clarifier tes priorités. Tu vas en fait pouvoir clarifier beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement quand tu es en interaction avec d'autres. Tu disais tout à l'heure, j'avais pas vraiment de mentor, mais par contre, c'est vrai que l'interaction, on en a besoin. Et finalement, lorsque tu es avec d'autres comme ça, qui ont en plus les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, etc., en fait, tu vas pas pouvoir échapper à toutes les questions que toi, tu veux pas te poser, que tu esquives, et qui finalement sont souvent les questions prioritaires à répondre. Donc voilà, tu vas pouvoir clarifier les choses et prioriser. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est, donc je l'ai dit en introduction, mais tu vas vivre des déblocages. Donc tu vas pouvoir concrètement résoudre tes difficultés avec les autres membres, et on parle vraiment de problèmes très concrets ou qui ne sont peut-être même pas encore très concrets pour toi. Ça peut être des malaises justement que tu vis, des choses que tu vois que ça va pas, mais c'est pas très concret, tu sais pas trop. Et finalement, tu vas pouvoir voir les autres dans leurs entreprises, tu vas avoir une vision de ce que les autres ont mis en place,
Tu vas accéder à leur stratégie aussi, hein, puisque tout le monde partage tout ce qui a pu marcher dans leurs entreprises, dans d'autres secteurs, avec d'autres dirigeants. Et donc, tu vas pouvoir utiliser ça pour ton entreprise. Lorsque tu vas finalement découvrir avec les expériences des autres des stratégies et des outils, etc., tu vas surtout pouvoir voir, anticiper finalement tout le chemin. On parlait d'un chemin en fait de libération. On n'est pas tous à la même étape, et d'aller voir en fait, d'avoir les retours des autres, ça va te permettre d'anticiper ce que tu vas traverser, parce que comme tu le disais, on n'a pas tous le même chemin. Donc finalement, même si on a une boîte plus grosse que la personne qui est à côté, peut-être on sera moins avancé sur certains des éléments du chemin, et donc on va quand même pouvoir s'aider de toute façon. Ça, c'est important, parce que c'est la notion de traversée du désert, oui, qui finalement, elle est pas tellement. On en parle régulièrement. On dit ah oui, c'est très. Et en fait, là où l'entreprise est le plus à risque au départ, c'est quand elle est très peu structurée, finalement. Quand on est tout seul, c'est clair, on est indispensable partout, et donc s'il nous arrive quelque chose, le taux de survie d'une mono-entreprise, c'est 23%, hein, donc voilà, ça dit tout. Mais en fait, après, au fur et à mesure de la croissance d'une entreprise, il va y avoir ce qu'on appelle des traversées du désert. C'est-à-dire qu'entre la taille, cette taille-là et cette taille ici et cette taille-là, ce qui va être absolument crucial de réussir, c'est la traversée du désert. C'est-à-dire comment je gère la période qui me permet de passer de telle taille à telle autre. Et on en parle souvent. Le nombre de startups qui finissent mal ou qui doivent changer de dirigeant parce que c'est plus les mêmes choses qui sont demandées. Et donc, ce que tu viens de dire là, le 4e point, qui est anticiper ce que tu vas traverser, l'utilité quand on est plusieurs à l'avoir expérimenté, c'est quand quelqu'un dit moi j'aimerais bien passer de cette situation à telle autre, en disant fais gaffe, il y a telle chose qu'il faut que tu valides avant d'y aller, etc. Ça permet en fait que le chemin soit un peu balisé, et puis aussi, outre le fait de se partager en fait les éléments qui vont nous servir, juste d'avoir la conscience du chemin qu'il y a devant et du chemin qu'il y aura à faire. En fait, c'est un accélérateur énorme, parce que finalement, on parle de blocage du dirigeant. Ça, c'est un gros blocage. Quand on voit pas le chemin devant soi, c'est quand même très compliqué d'avancer. Donc là, c'est un petit peu comme des balises le long du chemin. Et après, il y a plein de façons de grossir, hein. Une des manières, c'est celle que, par exemple, j'ai choisie. Moi, j'aime bien avoir des petites structures très autonomes. Et donc, j'aime bien parler du schéma galaxie d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir des énormes, parce que c'est mon vécu, hein, j'ai vécu dans des très grands groupes avant, et en fait, j'ai pas envie de ce schéma. Mais il est pas meilleur ou moins bon, il me correspond plus, mais en tout cas, il me paraît plus antifragile. Donc, c'est un exemple de choses dont on peut discuter au sein du ciel, de dire est-ce qu'il faut pousser ta boîte, ou est-ce qu'il faut en racheter une autre? Est-ce qu'il faut la diviser en deux et créer 2 départements qui vont 2 boîtes qui vont se développer? Voilà, c'est tout ce genre de conversation qu'on peut avoir. Ouais, OK. c'est vraiment pour trouver son propre chemin. Je pense que ça, c'est important. C'est pas un modèle où on te dit va falloir faire telle et telle étape. C'est quand même à chacun d'aller construire et de trouver l'ordre aussi des étapes pour lui. C'est super important de comprendre. Alors, ça peut paraître contradictoire, ce qu'on vient de dire. Ouais, mais s'il n'y a pas de modèle, oui, il y a des principes. C'est-à-dire que si tu adhères pas aux 4 principes que j'ai dit, c'est pas la peine de venir dans le ciel, ça va pas marcher. Mais après, la manière de les mettre en application, c'est là que tout va se jouer, et dans quel ordre, etc. Et c'est là où on dit, là, en fait, on est obligé, en tout cas, c'est ce qui marche le mieux, d'avoir une communauté, une interaction, parce que c'est par la discussion, en fait, finalement, qu'on va réussir à te mettre sur les bons axes. Les êtres humains, pour progresser, ils discutent. Je pense que ça changera jamais. Tu peux mettre toutes les intelligences artificielles que tu veux autour. Quand tu rencontres des gens et que tu discutes, c'est là que tu avances et que tu mets les choses en action. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser l'intelligence artificielle pour s'aider, mais en tout cas, voilà, ça part toujours d'une interaction. OK, donc ça, c'est assez concret, hein. Tu nous as dit les 4 choses les plus importantes, c'est partager donc sa vie avec d'autres dirigeants, clarifier nos priorités, résoudre les difficultés et anticiper. Maintenant, au niveau plus personnel, parce que c'est important qu'on parle de ça, parce que quand même la théorie du truc du ciel, c'est que on ne pourra faire ces étapes de libération que s'il se passe quelque chose au niveau du dirigeant. Et là, on va pas être dans les machins ésotériques ou développement personnel, c'est concrètement
le chef d'entreprise qui est dans le ciel, qu'est-ce qu'il va avoir comme bénéfice personnel pour lui? Oui, je comprends tout à fait la question. En fait, la première des choses, donc je pense qu'on peut encore donner 4 éléments. Après, il faudra discuter avec les membres actuels du ciel pour vraiment avoir des exemples concrets de ce qu'ils en ont fait eux. Mais globalement, on retrouve quand même les mêmes choses qui vont être le temps. Ça, c'est la première chose, c'est que ça libère du temps et de l'énergie. Et Mmh. finalement, ce temps, il est utilisé de façon très différente selon les membres. Ça peut être pour ta famille, pour tes passions, pour développer. Il y en a beaucoup qui veulent développer de nouvelles idées, lancer d'autres projets, racheter des entreprises, etc. Donc, il y a vraiment cette utilisation après très personnelle du temps, mais en tout cas, retrouver une énergie aussi. C'est très lié, je pense aussi à la santé. Libérer du temps et du temps pour soi et en faire ce qu'on veut. Ça, voilà, je pense que c'est la première chose importante. Ensuite, et ça va avec, retrouver de la sérénité. Ça, tous les membres le disent, ça leur permet d'être un peu plus calme, j'allais dire. En tout cas, voilà, d'être plus serein par rapport à leur entreprise. Alors, évidemment, le ciel, c'est pas ça qui va supprimer tout le stress ou toutes les crises dont on parlait. Ça, c'est sûr. Par contre, ce qu'on fait tous ensemble, c'est qu'on essaye d'être focus sur le stress qui fait grandir et pas celui qui détruit, qui bouffe notre temps, qui détruit l'équipe, qui détruit l'entreprise. Donc, le but du jeu, c'est plutôt que dans ces périodes de stress, tu sois accompagné dans les décisions à prendre, dans les moments qui te sont à toi difficiles et que tu puisses rebondir plus facilement parce que justement, t'es pas seul. Faut être clair quand on est entrepreneur, faut aimer le stress. Oui, c'est vrai. Parce que sinon, faut pas être entrepreneur. Parce qu'il y a du stress. Mais après, le bon stress, celui qui te fait grandir, quoi. C'est celui-là qui est important. Et en quantité qui détruit pas, en fait. C'est un principe antifragile. Oui, tout Tout à ce que fait. je disais tout à l'heure, c'est un principe du stress. C'est-à-dire que soumis à la bonne dose de stress, tu grandis. Trop de doses, Et tu d'ailleurs, péris. tu disais, les entrepreneurs aiment le stress, et c'est sûr, en fait, on voit que quand l'entrepreneur se libère, en fait, il ne cherche pas à fuir le stress. Bien souvent, il va justement relancer d'autres projets, se lancer dans de nouvelles choses qui vont en fait aussi générer du stress. Donc c'est pas, c'est pas une recherche d'une vie plate et c'est pas ça. Non. La troisième chose dont je parlais qui revient chez beaucoup de membres, c'est souvent leur volonté aussi au départ, c'est d'être un meilleur ou une meilleure, parce qu'il y a des femmes aussi, un meilleur dirigeant et de rester en fait sans arrêt dans une dynamique de développement, de progression. Donc ça, je sais que c'est aussi quelque chose qui parle beaucoup, mais voilà, de pouvoir évoluer personnellement. Et ça, c'est pas forcément facile quand on est à la tête de l'entreprise finalement, parce que les feedbacks du N+1, on les reçoit plus. Donc là, pour le coup, tu vas recevoir des feedbacks sincères, vraiment ce que personne n'ose te dire, toujours avec bienveillance, mais c'est sincère, et des mises en garde, tu vas avoir les points de vue des autres, tu vas voir tout ce que toi, tu peux pas voir tout seul, et c'est ça, en fait, qui va te permettre de te remettre en question et donc d'agir en prenant en compte des choses que tu ne voyais pas. Donc, tu vas forcément progresser. C'est clair. La quatrième chose, on en a déjà parlé, pour la libération, bien sûr, le but, c'est que tu développes quand même une entreprise qui ne dépende pas de toi au quotidien et qui est raisonnée et durable. Donc, tu l'as déjà dit en parlant aussi de taille d'entreprise et d'actifs. En fait, le but, c'est quand même que l'entreprise puisse être là demain, ne pas cramer toutes les ressources, mais que ce soit encore là demain. Donc, le ciel va te permettre de piloter ton entreprise au lieu d'être piloté par ton entreprise. Donc pour ça, tu vas trouver de nouveaux leviers de croissance. Ça, je l'ai dit, puisque les membres partagent, tu vas pouvoir trouver de nouveaux leviers de croissance et les mettre en place dans ton entreprise et donc augmenter les profits. Mais en parallèle de ça, tu vas aussi pouvoir faire évoluer tes collaborateurs, la culture de ton entreprise vers plus de performance, d'antifragilité et finalement améliorer les relations en général. Ça, c'est un gros thème, l'aspect relationnel, les problématiques entre associés ou comment faire progresser un collaborateur, etc. C'est des choses qui reviennent vraiment beaucoup et qui débloquent pas mal de situations. Tu vas aussi penser rentabilité à long terme, comme on disait, et donc développer des actifs au lieu de consommer des ressources. Et c'est ça qui va augmenter la valeur de l'entreprise. C'est aussi ce qui va t'éviter de t'épuiser et ça permettra en fait petit à petit de transformer ton entreprise pour qu'elle devienne, comme tu disais tout à l'heure, vendable.
Oui, je précise, hein, c'est important, mais tu l'as fait, hein, c'est que oui, on est sur du durable, oui, on est sur une approche de l'entreprise moins stressée, etc. Mais on n'oublie jamais que tu es devenu chef d'entreprise aussi pour gagner des sous, Oui, hein, c'est très clair, et on en parle. C'est-à-dire que la notion d'argent, on en parle souvent. C'est souvent un sujet qui revient, que ce soit sur comment je gère, comment je me positionne par rapport à ça, etc. Ou on a eu aussi des lives sur le rachat d'entreprise, tout à comment fait. ça se passe, comment faire, comment je fais pour que je ne mette pas en danger ma structure en rachetant une autre, etc., etc. Donc on est concret, hein, on n'est pas dans l'ésotérique et dans je vais créer une entreprise ou voilà, et j'oublie complètement la notion essentielle de rentabilité et je dirais la notion capitalistique de l'entreprise. Oui, c'est plutôt, on cherche pas l'argent rapide et sans savoir pourquoi d'ailleurs. Hein. C'est vraiment Oui. pour développer et pour du long terme. Mais de toute façon, moi, même si on parle d'argent rapide, le fait de libérer le dirigeant et le fait qu'il prenne du recul et qu'il s'appuie sur ses collaborateurs, ça génère aussi C'est de vrai, l'argent rapide, hein. c'est vrai. Donc, mais c'est pas la recherche première. Oui, exactement. Ok. Euh, Concrètement, c'est quoi, comment on pourrait dire, les fonctionnalités du ciel? C'est-à-dire, quand je rentre dans le ciel, qu'est-ce que je vais trouver tout de suite? Alors, Ou peut-être d'abord, ce serait intéressant peut-être de se dire, c'est qui oui, voilà. actuellement les membres du ciel? C'est, Peut-être avant qu'on parle de ça, ce serait peut-être intéressant qu'on se dise, actuellement, il y a des membres. Hein, c'est qui, en fait, ces gens-là? c'est ça, parce que le ciel, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une communauté de personnes. Donc voilà, c'est des entrepreneurs dont le but est de se libérer et de créer des entreprises qui respectent donc les principes que tu as évoqués tout à l'heure. On délègue un maximum, on crée des actifs et on développe une culture antifragile. Donc vraiment, voilà, tout le monde est raccord avec ça. Ensuite, de façon peut-être plus concrète, c'est des entreprises, des entrepreneurs qui viennent d'entreprises très variées, de secteurs variés. Donc, on peut Ouais. avoir des personnes qui sont, je sais pas, dans le bâtiment, qui fabriquent des produits. On a quelqu'un qui fait des huiles essentielles. Ça peut être de l'expertise aussi de services, agences d'architecture, des choses comme ça. Donc voilà, les secteurs sont très variés. Les On a même entreprises, quelqu'un qui est dans la production agricole, il me oui, semble. tout à fait, Ouais. tout à fait. Ouais, ouais, c'est vraiment varié. Les Ou des tailles. boîtes en dur de production, etc. On est vraiment dans tous les domaines. Il y a pas un domaine particulier, hein. D'ailleurs, tu dis boîte en dur, donc il y a principalement d'ailleurs hein, des boîtes en dur, mais il y a aussi, et ça s'applique aussi très bien à des business en ligne. Hein. Ça marche aussi tout Mmh. à fait, et on en a aussi un petit peu. Mmh. Donc voilà, donc je disais, c'est vraiment des entreprises de secteurs variés et de tailles variées aussi. Hein. C'est pas, il n'y a pas une taille d'entreprise prédéfinie, des business models très différents. Aujourd'hui, les tailles, c'est Alors quoi un peu le... aujourd'hui, ça va de 1 à 80 personnes. Mmh. Voilà. Ok. Et alors, par contre, avec toujours l'ambition de développer une équipe, c'est-à-dire que la personne qui vient dans le ciel, qui est toute seule, c'est pas pour rester solopreneur, Non, c'est vraiment parce qu'elle a elle est en train de développer une équipe. tout à fait. Donc voilà. Donc, on parlait d'entreprises différentes. On a aussi des personnalités d'entrepreneurs qui sont bien sûr très différentes, mais toujours avec des problématiques et des enjeux finalement qui vont se retrouver, hein, qui seront probablement proches des personnes qui écoutent et des valeurs communes. Alors peut-être sans développer, tu as déjà, je pense, donné beaucoup de choses au niveau des valeurs, mais si je dois résumer, on a des Ouais. entrepreneurs qui acceptent de partager autant ce qui fonctionne que ce qui fonctionne pas dans leurs entreprises et dans leur fonctionnement aussi personnel hein, de dirigeants, qui osent donner et recevoir, hein, c'est toujours à double sens, mais un avis sincère, qui sont évidemment dans la recherche d'antifragilité, c'est-à-dire qu'ils vont choisir de voir chaque obstacle, chaque difficulté comme une occasion de sortir en fait de ce qui les limite, sortir de la vision qu'ils ont actuellement et qui les limite. Et c'est en ça que les autres membres vont pouvoir aider, parce qu'ils vont amener d'autres angles de vision, et c'est ce qui va faire que la personne va pouvoir sortir de ses limitations. Et puisque tout le monde, en fait, tous les entrepreneurs du ciel partagent ces valeurs-là, le ciel, c'est un lieu où tout le monde, quand tu rentres dans le ciel, finalement, tout le monde a en toi une confiance absolue dans le fait que tu vas pouvoir t'adapter, que tu as la capacité, dans les moments de crise, de pouvoir rebondir et t'adapter. Donc ça, Tout à fait. c'est, voilà, c'est je pense, un point aussi très important.
Est-ce que tu peux nous décrire assez vite la V1 et la V2 en fait finalement, parce que la V1 finalement, bah, elle est terminée. Oui. Mais voilà, on avait commencé, je dirais, avec des outils un petit peu, on n'était pas sûr, on voulait tester le truc, on voulait voir si Oui. ça fonctionnait avec une base techno avant de changer, prendre quelque Exactement. chose d'un En peu fait, plus l'idée, confortable. c'était de pouvoir lancer rapidement quelque chose pour accompagner les entrepreneurs qui suivaient la formation l'entrepreneur libéré. Et donc, c'est la formation qui donne les principes et les outils. Et bah, toi, tu t'es vite rendu compte que c'était intéressant aussi de pouvoir justement accompagner dans l'action encore plus que par la formation et donc accompagner de façon récurrente au quotidien. Et donc, en fait, bah, tu as lancé au départ je dirais un vieux forum Ouais. où voilà, on pouvait converser. Et puis, ben, on a lancé quelques services du ciel en bêta test. Donc, Mmh. je vais pas tout développer puisqu'on va y revenir après. Et puis, de toute façon, c'est la version obsolète. Le but du jeu, c'est que justement, avec ce bêta test, ben, on n'ait gardé que le meilleur. Donc, voilà, on parlera que du meilleur. Mais malgré tout, même avec cette techno un peu pourrie et cetera, on n'a pas eu de désabonnement quand même, ou Ouais. quasiment pas, Oui, hein? oui, c'est vrai, on a quasiment tous les membres du départ qui sont encore là et qui continuent. Et qui Donc c'est continuent ça de qui nous valide participer. en fait. Oui, tout à fait. C'est ça qui Ouais, ouais. Alors la V2, c'est Alors, la quoi? V2, le point majeur, c'est que tu l'as montré tout à l'heure, donc c'est une nouvelle technologie pour la Ouais. plateforme, puisque le ciel, donc c'est un lieu aussi, hein, c'est une plateforme en ligne. Et donc, cette plateforme, elle est beaucoup plus moderne et l'usage est beaucoup plus fluide. Donc ça, c'était vraiment une demande des membres, même s'ils disaient toujours c'est pas prioritaire par rapport au fond, mais c'est quand même ultra pratique maintenant. Et donc, tu peux maintenant accéder au ciel via une application que tu peux avoir sur ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, peu importe. Et donc, bah, comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir dans ta poche 24 heures sur 24. Alors c'est vrai que les membres, ils nous disaient, «Non, non, oui, mais passez pas trop de temps sur la Oui, techno c'est parce que ce vrai. qui nous intéresse, c'est le contenu» et je souscris complètement. Sauf que pour moi, par exemple, en tant que quand même, animateur et créateur du ciel, moi, le fait d'avoir une techno, super simple et cetera, c'est aussi pour moi l'occasion de participer Oui, davantage. c'est sûr. Moi, je trouve que c'était vraiment limitant quand même, justement au niveau des interactions et de la possibilité de se contacter quand on veut, etc. Je trouvais que le fait de devoir aller sur un vieux forum un peu compliqué d'accès, je trouvais que c'était vraiment limitant. Oui, oui, là, Donc, c'est sûr que la navigation est bien plus fluide. c'est Et vrai qu'on écoute nos membres, mais quelquefois, là, sur le coup, on a dit non, non, on pense que c'est mieux pour vous, vous allez voir. en fait, c'est que la plateforme, elle nous a permis d'améliorer ce qu'ils voulaient qu'on améliore dans le reste des services. En fait, c'était ça aussi, C'est ça. c'est-à-dire voilà, donner finalement minimiser le temps d'accès, minimiser le temps que ça prend hein, globalement à l'entrepreneur et voilà garder que l'essence. Donc en fait, voilà, la Mais, plateforme mais nous a permis ça. Mais j'y crois assez à ça, hein. Je crois que c'est la personne qui a créé LinkedIn qui disait si tu lances un produit et que tu n'en as pas un petit peu honte, c'est que tu l'as lancé trop C'est tard. vrai. Bon, bah, Et ça va alors. je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'on a lancé le produit minimum viable, mais après, C'est voilà, il vrai. faut passer à quelque chose de plus. C'est vrai. Donc du coup, ce qu'on a fait, en fait, on a vraiment interrogé les membres et on a gardé bah, ce qui les aidait le plus. Là où on a vu que ça générait vraiment des résultats, des transformations pour eux, et voilà, et on a amélioré en fonction de leur feedback. Par exemple, ils voulaient pouvoir avoir les replays des événements en version audio, des choses comme ça. Voilà, donc on a vraiment essayé d'apporter toutes ces améliorations. Et voilà, aujourd'hui, on est prêt à accueillir plus de monde. Alors, c'est quoi les fonctionnalités de la plateforme? Parce que là, on a beaucoup parlé de ce que ça allait apporter, de la philosophie, etc., de pourquoi on rentre, mais après, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur la plateforme? Alors, il y a quand même beaucoup de choses, mais je vais te partager, puisqu'en fait, le but, c'est que justement que chacun puisse faire son chemin. Et donc, tout le monde n'a pas tous les mêmes besoins au même moment. Mais en tout cas, les points Oui, clés, alors pardon, oui, juste un truc, c'est vrai que c'est important de le dire, c'est à la carte. C'est-à-dire si vous n'avez pas envie, on va parler de groupe de pairs par exemple ou de live, vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser une partie des tout à fonctionnalités. fait. Ça Et dépend de l'endroit, de ce que vous venez y chercher en fait finalement. alors, c'est vrai, et en plus, ça varie. On le voit là, hein, les membres qui sont là depuis le début, ils ont des moments où ils vont utiliser plus un outil qu'un autre. Parce que voilà, ça répond à leurs besoins du moment.
et les besoins sont pas les mêmes tout le long. Donc, c'est important qu'il y ait tout. Par contre, on n'est pas obligé de tout faire tout le temps. Ça, c'est clair. Donc, la première chose, peut-être, c'est un live une fois par mois. Donc, par toi, Cédric, ou par un expert qui vient en plus et qui va intervenir sur un sujet qui est très concret pour les membres du Ciel. Donc, quand c'est Cédric, il partage en fait ce qui marche. Enfin, toi, tu partages ce qui marche dans tes business et tu challenges les membres sur leur avancement. Et eux, ils peuvent te poser des questions justement sur toi, comment tu fais. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, quand c'est les experts, ils vont te donner des réponses aux questions concrètes que tu vas te poser en tant que dirigeant. Et chose importante aussi, ils peuvent t'ouvrir les yeux sur les questions que tu t'es peut-être pas posées, justement. Alors après, tu passes pas forcément à l'action sur tout de suite, mais par contre, effectivement, ça ouvre quand même les yeux sur des choses sur lesquelles tu vas de toute façon un jour être confronté. Je sais pas si j'ai été claire, mais... Ça, je peux très bien l'expliquer parce que pour moi, ça fait partie de mes business models fondamentaux dans mon job d'entrepreneur. Tu as une phase exploratoire et tu as une phase de mise en système et tu as une phase de passage à l'action. Et je pense que c'est vraiment un bon modèle mental pour un chef d'entreprise. Et souvent, en fait, finalement, on en oublie une des trois ou les trois. Enfin, voilà. Et donc, pour moi, quand je fais intervenir un expert, c'est la phase exploratoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'expert qu'on va faire intervenir, il est raccord avec nos principes et nos croyances. On a eu d'ailleurs l'exemple une fois d'un expert où on nous a dit, bah non, lui, il est pas dans nos... Et hop, on l'a... C'est-à-dire que la communauté, elle donne son avis très clair. Je veux dire, lui, bah non, finalement, ça nous parle pas. Voilà, on discute pas mal de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la partie live, et en particulier quand on fait venir un expert, c'est vraiment pour augmenter ton champ exploratoire et te dire, tiens, est-ce que ça me concerne? Oui, non, mais de toute façon, d'avoir la connaissance de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu pourras y revenir plus tard, puisqu'en fait, la plupart des lives, ils sont rediffusés en audio via notre podcast privé. Voilà, ils sont accessibles ensuite. Oui, mais voilà, c'est la partie exploratoire qui est vachement importante. Et moi, quand je fais un sujet, par exemple, le prochain, c'est sur les libertés, c'est sur la liberté de l'entrepreneur. Je ne veux pas en dire plus, mais voilà, moi, ça m'a assez passionné de faire ce truc-là parce que modéliser qu'est-ce que c'est que la liberté pour l'entrepreneur, etc., c'est toujours concret. C'est-à-dire que même si ça paraît un peu les libertés, machin bidule, à la fin, on a forcément une réflexion concrète et on s'interroge concrètement sur comment on pourra passer à l'action sur le domaine qui a été vu. Oui, tout à fait. Chacun des lives est actionnable. Et donc, le but, c'est que tu puisses faire évoluer ta vision, comme tu le disais, mais aussi que tu aies des exemples d'applications, que tu aies des plans d'action, des outils pour vraiment te guider dans le passage à l'action si tu décides de passer à l'action, ou si on a le cas aussi, on a eu par exemple un live sur l'automatisation. Tu vas pas forcément, toi, en tant que dirigeant, aller automatiser tout dans ton business. Mais par contre, avoir quand même une vision de ce qui est automatisable et de ce que tu vas pouvoir faire est hyper important. Donc, ça va aussi t'aider à déléguer, finalement. Avoir cette vision-là est importante aussi pour ça. Et d'ailleurs, peut-être, Cédric, toi, tu peux en parler parce que tu participes d'ailleurs toujours à ces lives, mais finalement, également en tant qu'entrepreneur, comme les autres membres du Ciel, c'est un principe d'ailleurs du Ciel, où tu partages au même titre que les autres. Voilà. Et donc, peut-être, toi, qu'est-ce que tu trouves et qu'est-ce que tu partages? Je peux citer récemment une intervention hyper intéressante qu'on a eue sur deux sujets d'ailleurs en même temps, sur le marketing. Oui. Sur le fait que le marketing, ça puisse être un moyen de focaliser son business. Moi, c'est surtout cette approche-là qui m'a parlé auprès de cet expert qui nous dit, en fait, finalement, si tu arrives à simplifier ton marketing derrière et utiliser le meilleur levier, en fait, finalement, tu vas simplifier ton business aussi. Et puis, ça a débouché sur carrément une réflexion concrète sur les abonnements. Comment on peut rendre, alors c'est pas forcément un abonnement, mais comment on peut rendre son business récurrent en passant à une notion plutôt d'une notion de one shot, c'est-à-dire par exemple je vends une machine et puis voilà, je dois tout le temps repartir à zéro. Comment je fais pour transformer mon business
d'un business one shot à un business revenu récurrent. C'est-à-dire comment je fais pour que finalement je sois capable de projeter ce qui va arriver dans mon business, puisque en fait je sais à l'avance que je vais avoir un abonnement, un contrat, enfin tout ce qui rend mon business récurrent. Donc tu vois, très concrètement, ça m'a vachement fait avancer et parler. Et en plus, voilà, ça tombait à point sur un de mes business. Tout à fait. D'ailleurs, la suite de ce live-là sera là très prochainement. Ouais. Donc ça c'est la partie live. Exactement. C'est une fois par mois. Pourquoi c'est une fois par mois ? Parce que franchement, si on en faisait plus, oui, je pense ce serait, voilà, ça c'est vraiment une des volontés des membres du Ciel, c'est dire oui, mais nous on a un business à mener, faut pas, voilà, c'est le meilleur levier. Tout à fait. C'est vraiment sélectionner très qualitativement ce qu'on vous propose et que la fréquence, elle soit, que vous puissiez y assister quand même. Ça dure 2 heures, hein, ou même pas. Même pas 1h30. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est hyper important Donc pour moi, la deuxième chose, voilà, qui est très importante et très puissante, je pense, dans le Ciel, c'est les groupes de pairs à la demande. Alors en fait, on en a tous les mois également, mais quand je dis à la demande, c'est que c'est en fait à l'initiative des membres, c'est eux qui ont des problématiques à résoudre, et donc on part de là en fait. Donc on observe en fait dans les groupes de pairs, je vais expliquer après ce que c'est, mais pour qu'on comprenne bien le principe, en fait, on voit dans les groupes de pairs des membres qui vont débloquer des problématiques en moins d'1 heure, parce que c'est 1 heure le groupe de pairs, des problématiques, des difficultés qui, en fait, souvent les encombrent depuis très longtemps. C'est souvent des choses qui ont des racines assez lointaines et qui les encombrent depuis des mois, voire des années, et qu'on va, alors on résout évidemment, c'est un déblocage, on résout pas tout un sujet en 1 heure, puisqu'après il y a forcément des choses à mettre en place. Mais voilà, le déblocage peut se faire vraiment très rapidement. Donc, ça, c'est le truc. Alors moi, ça, c'est un des trucs qui m'a le plus bluffé, parce que c'est pas ma nature au départ, ce genre mais les résultats sont assez impressionnants. Oui, et ça les surprend souvent eux-mêmes, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement le groupe de pairs ? C'est un rendez-vous d'1 heure avec 8 personnes, enfin entre 8 personnes maximum. On limite volontairement pour que ce soit efficace. Et donc, ces pairs, c'est d'autres dirigeants du ciel. Donc, on s'inscrit, ceux qui veulent s'inscrivent, en fait. Et pendant 1 heure, le membre qui a une problématique à résoudre ou un challenge à relever, faut pas voir d'ailleurs que des problèmes, des moments difficiles, pas du tout, c'est aussi des opportunités à saisir, etc. Et ben, ce membre-là, il va pouvoir bénéficier pendant 1 heure du cerveau collectif du groupe. Le groupe va analyser la problématique, le challenge, etc. et va coacher le membre pour qu'il le solutionne, pour que lui trouve ses solutions. Lorsque tu es coaché en groupe de pairs, tu vas avoir un regard de ta situation sous tous les angles, sur tout ce que tu vois pas du coup, les retours d'expérience, les ressources et les conseils des autres membres, de ce que eux auront pu mettre en place dans leurs entreprises, mais aussi ce que eux pourraient faire à ta place, avec donc qui sont leurs visions, c'est ça qui est intéressant, et tu vas repartir avec des solutions très concrètes que tu vas pouvoir tester immédiatement. D'ailleurs, tu repars en établissant ton plan d'action. Tu ne laisses pas repartir comme ça et tu t'engages. Donc après, évidemment, tu as tout le groupe qui est là pour te suivre. Et il y a l'autre partie aussi, puisque là, je dis lorsque tu es coaché en groupe de pairs, mais l'autre partie, c'est lorsque tu coaches, lorsque tu es le pair qui coach, tu progresses aussi parce qu'en fait, tu vas bénéficier de l'effet miroir. Ce que tu vois en général dans la situation de quelqu'un, et dans son comportement d'ailleurs aussi, c'est un reflet de toi. C'est très souvent, c'est un reflet de soi. Et donc, on en retire toujours un apprentissage, une remise en cause, une stratégie qu'on va pouvoir appliquer chez soi. Et c'est d'ailleurs un travail qu'on fait en fin de groupe. Donc, il y a la personne qui résout sa problématique, qui crée son plan d'action, mais il y a aussi tous les autres membres qui vont aller identifier qu'est-ce que ça a révélé chez eux ou dans leur business et qu'est-ce qu'ils vont en faire derrière s'ils veulent en faire quelque chose. Le gros avantage des groupes de pairs, c'est que tu n'as pas à attendre. Ouais, c'est-à-dire exactement. que la fréquence, elle est assez élevée, c'est à la demande, et donc tu peux être débloqué très très vite. C'est ça, on fait des groupes en urgence où ça peut se faire vraiment très rapidement. Tout d'un coup, je vais dire n'importe quoi, mais on a eu le truc récemment, j'ai un salarié, c'était la personne majeure dans ma boîte, et ça y est, il m'a annoncé qu'il me quittait, qu'est-ce que je vais faire ? Tout à fait. C'est la panique, hop, on crée un groupe de pairs, et puis on y va, on réfléchit, on trouve des solutions, et ça fonctionne très très bien. Franchement, moi, c'est le truc qui m'a le plus bluffé.
je me doutais que les lives, ce serait intéressant, mais alors les groupes de pairs, c'est assez impressionnant. Oui, parce qu'en fait, la transformation se fait sur le moment, c'est ça qui est toujours surprenant. Ouais. Et en fait, là où ça aide aussi beaucoup les membres, c'est que ça donne une vision en fait de soi et de son entreprise. Pas que sur les problèmes justement, parce que bien sûr on pointe ce qui va pas et ce qu'on peut faire de mieux, mais en fait ça montre aussi tout ce qu'il y a déjà et en fait qu'on oublie dans les moments où ça va pas, et donc ça aide à utiliser tout ce qu'on est, tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'il y a déjà. Et ça c'est aussi important. On part de ta situation concrète, oui. On n'est pas dans le théorique. Oui, tout à fait. Et moi ce qui m'intéresse au-delà de la vision, c'est toujours intéressant, mais c'est aussi le passage à l'action, c'est que ça génère souvent un passage à l'action immédiat. Complètement. Super. Alors, après, troisième... Oui, la troisième chose, c'est, alors si j'englobe un petit peu, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui permettent de faire ça, mais c'est les partages, parce qu'en fait, le partage, et c'est ce que tu disais, qui toi a pu te manquer à certains moments dans ton parcours, mais justement le partage, ça a pour moi 3 effets. Ça permet à la fois de clarifier et d'être focus sur ce qui est important pour toi. Ça te permet vraiment de clarifier. Ça permet de s'engager et ça permet aussi d'être aidé. Si on partage pas, personne ne sait qu'on a besoin d'aide. Donc voilà, ça permet vraiment ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on a appelé ça le ciel. Hein. C'est vrai. D'abord parce que ça veut dire cercle, indépendance des entrepreneurs libérés. On voulait que ce soit indépendant et que vous soyez libérés. Mais ciel, c'est aussi aide-toi et le ciel t'aidera. Exactement. Faut avoir envie d'être aidé. Ouais, c'est une maxime qui nous a d'ailleurs été donnée par un membre. Ça. Et donc les partages, donc ils ont cet effet en fait sur soi effectivement, hein, de clarifier, de s'engager et de se faire aider, mais aussi, et ça c'est quelque chose qui nous est remonté par les membres, de garder la conscience que il y a d'autres entrepreneurs qui sont sur le même chemin, et soit en fait il y a des moments ils vont te montrer, les autres vont te montrer que oui eux aussi ils ont des galères et donc voilà c'est normal que tu vas en rencontrer puis tu vas te relever, etc. Mais ça entretient aussi ton ambition de toujours progresser plus, ça va te nourrir finalement au quotidien. Donc voilà, les partages sont très importants et sous plusieurs formes. On va avoir des questions-réponses, hein, tout simplement. Je pose une question. Donc ça, c'est sur l'appli. Tout est sur l'appli. C'est-à-dire que c'est vraiment rapide. Vous avez une question, vous la posez. Voilà, tout à fait. On va pouvoir partager ses objectifs et sa progression. Donc nous, on partage les nôtres et les membres partagent les leurs. Donc ça permet vraiment de se suivre et de s'encourager. Hein. Ça débloque aussi des choses. Et puis il y a un partage de parcours d'entrepreneurs avec des témoignages qui vont être très inspirants, des cas pratiques dans le podcast Privé du Ciel. Donc le podcast, ça va être le lieu sur lequel il y a ces interviews d'entrepreneurs et tous les replays des événements. Et donc, c'est le dernier point de partage. Ça s'appelle Conversation d'entrepreneurs. C'est uniquement accessible aux membres. Donc là, il y a la confidentialité, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous lâcher. C'est à l'intérieur du ciel et ça c'est pas publié ailleurs, sauf exception à la demande. Mais en général, non, c'est un podcast qui est privé. Tout à fait. Et donc, en termes de partage, comme on l'a déjà dit, donc je vais passer rapidement dessus, mais bien sûr, il y a des ressources et des outils. Donc, que ce soit évidemment les replays, hein, des lives, des groupes de pairs et les outils, les ressources, par exemple, en termes de livres qui sont partagés, les outils créés par les membres et qui sont partagés, voilà, tout ce qui est, et puis que Cédric partage aussi, évidemment, tout ça. Je suis en train de préparer une série de vidéos, justement. Voilà. Qui va se retrouver uniquement bientôt. Pour les membres. Voilà, tout à fait. Et donc, l'intérêt de ça, d'avoir toutes ces ressources à disposition, c'est justement de pouvoir aller piocher au bon moment. Et puis moi, je suis là aussi pour vous renvoyer vers les bonnes ressources, mais de pouvoir piocher au bon moment sur ce qui va nous être utile. Et on a d'ailleurs des membres qui disent, moi, tel live, ça fait 3 fois que je le regarde parce que c'est vraiment le sujet crucial du moment ou parce que il y a d'autres paliers à passer. Donc voilà, c'est pas ça. Je pense que c'est important. C'est pas le live en fait, c'est pas un one shot où il va être balayé par le suivant en fait, pas du tout. Hein. C'est vraiment on constitue une sorte de boîte à outils en fait. Hein. Alors, ce que je voudrais dire aussi à ce stade, c'est que ça paraît beaucoup et vous pourriez avoir la crainte que ça vous prenne trop de temps, mais non. Ce serait exactement d'ailleurs l'inverse de ce qu'on veut et de la promesse. Ça, je voudrais rassurer tout de suite. Le but, c'est de libérer et de gagner du temps. Donc, c'est ce que disait Adélie. Il y a le live, effectivement, qui est pas obligatoire, hein, d'ailleurs, mais qui a lieu tous les mois. En dehors de ça, on circule un peu comme on veut dans le ciel, selon nos besoins. Il y a des gens qui ont beaucoup de besoins et ça évolue, etc. Par contre, ce qui serait peut-être intéressant, Adélie, c'est juste que tu nous redises ton rôle et peut-être un petit peu comment se passe l'onboarding
du ciel, c'est-à-dire comment ça se passe quand on a envie de rentrer et qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans le ciel. Oui, tout à fait. Bah, quand tu disais on circule librement, en fait, moi j'ajouterais une petite nuance, c'est que justement on te laisse pas trop libre quand même, c'est-à-dire que on surveille un peu ce qui se passe. Et en fonction des objectifs que tu nous as partagés, en fonction des difficultés dont tu nous parles, et ben justement nous on va essayer aussi d'être proactifs pour pouvoir t'aider. Et donc quand dès le moment où tu arrives dans le ciel, tu vas partager tes objectifs et les particularités de ton marché, etc. Et mon rôle, ça va être justement de t'accompagner tout au long de ton parcours. Et donc de repérer, de t'aider aussi à repérer tes priorités, puis de repérer les moments où tu décroches, les moments où tu as besoin d'aide. Je vais t'aider à dépasser avec les autres membres évidemment certaines limites, par exemple en te poussant à passer en groupe de pairs, ça peut être ça. Mais je vais aussi repérer les moments où ça va bien et les ressources que tu vas pouvoir transmettre aux autres. Si je résume, en fait, mon rôle, c'est de créer les conditions pour que tu puisses avancer de la façon la plus fluide possible pour toi, en fait, pour que chacun trouve son chemin le plus fluide possible. Ce qui est intéressant, c'est que c'est gradé, c'est-à-dire si tu as besoin, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est en fait, ça a besoin vraiment d'un petit déblocage, ça peut passer par la plateforme, simplement en posant la question. Un plus gros, ça peut être le groupe de pairs. Et puis, tu dis même, en cas de besoin vraiment très, très particulier, on va dire, ça arrive de temps en temps, tu peux même être coaché en privé par Adélie. Oui, j'allais y venir justement à ce chemin-là. Et finalement, en fait, on arrive très peu au coaching individuel parce que les conditions sur la plateforme et dans les groupes de pairs sont déjà réunies pour créer en fait cette intimité dont on peut avoir parfois besoin en coaching. Et donc, parce que ça peut être le cas où, je sais pas, ça touche quelque chose de personnel. En fait, il y a plein de choses qui peuvent être abordées finalement devant les autres membres parce que tout le monde a les mêmes valeurs et les mêmes objectifs au final. Donc, voilà. Ok, bon. Assez parlé, les personnes qui veulent passer à l'action, les personnes qui veulent nous rejoindre, les 30 personnes qui veulent nous rejoindre, comment elles font pour s'inscrire en fait? Peut-être juste avant de t'inscrire, moi je dirais la première chose, c'est pense à un problème que tu as. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il y en a toujours. Mais voilà, pense à celui qui t'empêche de dormir la nuit et imagine que demain, tu as peut-être 10, 20 chefs d'entreprise, des experts qui vont pouvoir se pencher sur ce problème avec toi et qui vont t'aider à le résoudre. Alors, je vais reprendre la progression dont tu parlais. Justement, dès demain, tu peux poser tes questions dans les discussions et consulter les ressources. Si tu trouves pas les réponses à ce problème ou que tu n'arrives pas à comprendre quel est le vrai problème, des fois c'est ça aussi, tu pourras te faire aider dans un groupe de pairs. Et si on touche quelque chose un sujet trop personnel ou que tu as besoin d'une écoute plus longue ou plus de temps pour te débloquer, alors là, on peut passer au coaching individuel. Ok. Voilà. Maintenant, concrètement, pour répondre à ta question, pour s'inscrire, en fait, c'est très simple. Tu cliques sur le lien qu'on va te mettre en dessous du podcast et puis tu auras un formulaire à remplir. C'est l'étape peut-être un peu rébarbative pour certains, mais c'est ce qui va nous permettre d'être sûrs et à vous aussi finalement que tous les membres du ciel sont bien des dirigeants évidemment premièrement, respectent la charte de confidentialité qui est indispensable pour que la parole puisse être libre à l'intérieur du ciel et partagent les valeurs et les objectifs du ciel. Voilà. Ça, c'était vraiment important. Ouais. Que des chefs d'entreprise, peu importe la taille, mais que des chefs d'entreprise. Donc voilà, il va falloir prouver que tu es chef d'entreprise, Cabis, etc. Respect de la charte de confidentialité, pardon, c'est primordial parce que justement, on voulait éviter d'avoir un club où, macho, où de toute façon, je garde mes infos. En fait, ça te ferait pas progresser. Donc, c'était vraiment important et ça a été validé par avocat. On a vraiment, ce qui se passe dans le ciel reste dans le ciel. Et puis, effectivement, qu'on soit en phase sur les principes, le management, les actifs, tout ce dont on a parlé en début de podcast. Voilà. Alors, c'est quoi le risque maintenant? Quelqu'un qui dirait, ouais, mais finalement... ça m'inquiète un peu, ce truc-là. Pourquoi on pourrait dire que le ciel, c'est sans risque, finalement? Alors, d'abord, je vais répondre à ta question. C'est quoi le risque? Le risque, ça peut être d'être un peu secoué et de faire changer les choses. Je pense que ça c'est quand même la première chose. Mais sinon, le risque, c'est 1 mois d'abonnement finalement, puisque tu peux rejoindre le ciel pour 1 mois et poser des questions aux membres. Enfin, tout est ouvert en fait. Même si tu es là qu'1 mois, tu auras
accès au live, au groupe de pairs, à toutes les ressources, aux ressources passées aussi. Donc, voilà, vraiment, en un mois, il n'y a pas de possibilité de perdre son argent. Hein. Le prix, on l'a indiqué dans le lien qui est en dessous. Mais voilà, il y a déjà ça, je pense que ça répond à ta question. Après, en même temps, c'est pas notre but. Hein. Notre but, c'est que tu rentres pour y rester, voilà, tout parce à que c'est fait. ça une communauté. Mais effectivement, tu peux nous tester sur un Absolument. mois, et puis voilà. Voilà, Et puis si voir ça te si résout ça... un problème et qu'après on se quitte bons amis, on sera content. Ça libérera une place d'ailleurs. C'est vrai. Mais non, voilà, le but, c'est quand même que voilà, moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que les premiers membres qu'on a testés, il y en a quasiment aucun. Il y en a peut-être un ou deux qui sont sortis à un moment parce qu'ils n'en avaient plus besoin, mais finalement, ils sont tous là, hein. Ils sont tous encore là 1 an après. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça m'intéresse que tu nous résumes ce qu'ils en disent, les membres actuels du Ciel, parce qu'on les a interrogés, on a des témoignages qu'on Oui. partagera, mais est-ce que tu peux nous faire un petit... Alors, je vais juste en choisir quelques-uns parce il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. Mais ce qui résume bien, je trouve, l'esprit du ciel. Alors, il y a une personne qui nous a dit être dirigeant, c'est un métier qui s'apprend. Puisqu'en fait, on leur a demandé, peut-être pour resituer, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils diraient, eux, à un ami pour le convaincre à rejoindre le ciel. Et donc, voilà, c'est des choses qu'on avait envie de pouvoir vous partager. Et donc voilà, la première chose, c'était être dirigeant, c'est un métier qui s'apprend. Et si tu continues à faire toujours la même chose, et ben, tu auras toujours les mêmes résultats. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est quelques questions. Est-ce que tu en as marre de te sentir seul en tant qu'entrepreneur, pardon? Tu cherches à évoluer, tu cherches des solutions à tes problèmes et des réponses à tes questionnements. Si tu réponds oui à l'une de ces questions, alors rejoins le ciel. Et la dernière qui résume bien l'esprit du ciel dont tu as parlé tout à l'heure, c'était « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et donc, c'est important parce qu'effectivement, il y a vraiment cette notion d'action dans le ciel. Donc, le but n'est pas de venir en spectateur, même si ça peut être des moments dans le parcours, d'être là et d'écouter, de se reposer, de s'inspirer, c'est aussi possible. Mais voilà, le but du jeu, c'est quand même que ça fasse changer les choses. Ok. Et alors, peut-être, moi, j'avais envie de te poser une question pour finir. Puisque toi aussi, finalement, tu es un entrepreneur du ciel. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi et qu'est-ce que ça change pour toi, le ciel? Alors, moi alors, très clairement la même chose qu'aux autres membres, mais il y a aussi des dimensions supplémentaires en tant que créateur et en tant qu'animateur du ciel. C'est aussi la possibilité de partager sans risque des concepts et des choses dont je parlerai pas forcément, je dirais plus aussi librement, parce que moi, il ne faut pas oublier que j'ai 2 activités. Il y a la partie accompagnement de manager et puis la partie entrepreneuriale. Et dans la partie entrepreneuriale, parfois, il y a des choses que j'ai envie de partager qui concernent moins l'autre communauté. C'est aussi un moyen vraiment de partager là mes réflexions et mes derniers concepts, même ceux que j'ai pas testés encore. Parce que voilà, tout d'un coup, je me dis, ça parlera peut-être à quelqu'un. Et d'ailleurs, souvent, je me dis, ah, tel membre, ça va l'intéresser, ce truc-là. Et donc, de partager ça. Évidemment, je partage aussi plus librement des petites anecdotes de ma vie pro. Par exemple, en ce moment, l'aménagement de mon nouveau bureau au-dessus du restaurant, etc. Bon, je sais pas si il y a des membres que ça intéresse. Voilà, je me sens plus à l'aise de le partager au sein de la communauté. Oui, ou même quand tu dis des petits éléments, c'est aussi même le rachat de ta dernière entreprise où tu as même partagé des chiffres, etc. Voilà, il y a des choses aussi. Tout à fait. Et puis, il y a aussi l'idée que à plusieurs, on aura plus d'idées et surtout, mais bon, ça c'est un peu une platitude et on l'entend souvent, mais il y a aussi que pour pouvoir vraiment partager des idées, il faut quand même qu'on ait une base commune, parce que sinon, ça part trop dans tous les sens. Et il y a la notion, alors je ne sais pas si c'est un think tank, mais de se dire, il y a des nouvelles choses qui vont pouvoir sortir aussi de nos réflexions. Et par exemple, il y a un des membres qui a fait un groupe de pairs qui m'a vraiment intéressé, c'est celui-là qui me vient à l'esprit maintenant, c'est comment faire quand on ne sait pas ce qu'on vend. Et j'ai trouvé le sujet, tu vois, moi j'aurais pas pensé à ça, mais oui, comment faire quand on ne sait pas ce qu'on vend. J'ai trouvé que c'est un exemple. Évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je suis évidemment ravi d'accueillir, moi c'est l'opportunité de faire intervenir des gens que j'aime beaucoup, des experts que je connais, et donc j'aime bien le partage. Et voilà. Et tout ça, ça n'est possible que si on a cette base commune. Et donc, je vais la résumer avant qu'on clôture parce que c'est vraiment important. Pour que tu rejoignes le ciel, il faut vraiment que tu te poses avant
ces questions-là. Est-ce que tu veux te libérer toi-même pour libérer ta boîte? Si ce concept-là, ça ne te parle pas, ça ne va pas marcher. Il ne faut pas rentrer dans le ciel. Est-ce que tu as envie de développer une boîte qui te survivra? C'est pas forcément le cas. Il y a des gens qui disent non, en fait, moi je m'en fous. Et puis, enfin, j'en ai jamais discuté très longtemps avec ces gens-là, mais quelque part, est-ce que tu as envie d'un peu plus que juste te faire un job, en fait, finalement? Est-ce que vraiment tu es convaincu aussi qu'il faut s'appuyer sur des humains qui œuvrent dans la bonne culture? Alors, tu peux venir si tu as été déçu par les humains, parce que souvent c'est le cas, mais si tu n'es pas résigné par rapport à ça, parce que nous, on va beaucoup parler de comment motiver nos collaborateurs, comment les remettre en route, etc. etc. Et puis, évidemment, il faut être intéressé par l'antifragilité, de se dire, bah ouais, moi, créer une boîte qui résiste aux crises, ça pourrait être assez passionnant, ça pourrait remettre du sel dans mon existence. Donc, cette base commune, elle est importante. Si tu n'as pas cette base commune, en plus d'être entrepreneur, si tu n'es pas entrepreneur, le ciel n'est pas pour toi, et de t'engager sur la confidentialité de nos échanges, eh ben, tu peux venir. Par contre, si tu veux pas embaucher du tout, que tu veux rester toute seule dans ta boîte, le ciel, c'est pas pour toi, c'est très clair. Si tu refuses de lâcher prise sur toutes tes décisions, que tu vas être indispensable à tout, le ciel, c'est pas pour toi. Si tu es un fou du contrôle, hein, ça marche pas. Et si juste la maximisation du profit t'intéresse et rien d'autre du tout, c'est pas pour toi non plus. On va pas être sur la même culture. Ça veut pas dire que je vais pas t'expliquer, on va pas discuter, je vais pas t'expliquer comment maximiser le profit. Ça veut dire que ça se fera pas au détriment d'autres choses qui sont plus importantes, qui sont la pérennité de l'entreprise. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, si c'est pour faire du make money pur, et voilà, c'est pas notre culture. Donc, dans ce cas-là, le ciel ne sera pas fait pour toi. Par contre, si tu as envie de te libérer de ta boîte pour la rendre plus antifragile, alors on peut en discuter, et on peut en discuter dans le ciel. Il suffit que tu candidates, que tu déposes ton dossier, et après, le processus sera rapide. Mais voilà, encore une fois, juste pour 30 personnes pour l'instant. Voilà, et 1h49, Adélie, c'est un record. J'espère qu'on a encore des gens qui nous écoutent, sinon c'est un peu embêtant. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta participation, et puis surtout pour ton action dans le ciel. Sans toi, ça aurait été impossible. Et donc, et sans vous aussi, si vous nous rejoignez, vous allez pouvoir découvrir ce qu'on a fait. On en est assez fiers, mais on a vraiment envie de le partager. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Et j'espère que je t'ai convaincu d'une chose, c'est qu'il est absolument crucial que tu te libères de ton entreprise pour la libérer, pour avoir des collaborateurs plus autonomes, plus heureux et plus accomplis dans ta boîte. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai écrit une série de mails où je reprends les 12 principes qui vont te permettre de te libérer en libérant ta boîte. Et oui, il y en a 12, ils sont bien planqués dans notre conversation, donc je les ai récapitulés dans une suite de mails. D'ailleurs, cette suite de mails commence aussi par un test pour mesurer ton niveau de liberté par rapport à ta boîte. C'est un test que je t'invite à faire régulièrement. Et puis, j'espère aussi que ça t'a donné envie de rejoindre notre cercle d'entrepreneurs qui s'appelle le Ciel, et au sein duquel on travaille entre entrepreneurs à nous libérer de nos boîtes pour les libérer en nous appuyant sur le management. Alors, pour rentrer, il y a 3 conditions. La première, c'est que tu adhères à nos principes, ceux dont on a parlé dans le podcast et dont je parle dans la suite de mails. Il faut que tu sois vraiment un entrepreneur, c'est-à-dire que tu aies déjà ton entreprise et que tu acceptes de signer la charte de confidentialité, puisque tout ce qui se passe dans le cercle reste à l'intérieur du cercle. Si tu remplis ces 3 conditions, je serai heureux d'accueillir ta candidature. On ouvre régulièrement le cercle pour faire rentrer de nouveaux entrepreneurs. Au moment où je te parle, il reste 30 places. Donc, si ça t'intéresse, ne tarde pas trop et on sera ravis de t'accueillir entre entrepreneurs qui ont envie de libérer leur boîte en se libérant eux-mêmes. À bientôt.